Donc, bienvenue au Cyrano. Je me présente, Nathalie de Marcelis-Varin. Je suis la présidente directrice générale du Cyrano. Et je suis ravie de vous accueillir ce matin dans notre nouvelle Agora. C'est la première fois, en fait, qu'on fait un événement dans notre nouvel espace, pour ceux qui étaient déjà venus au Cyrano. Donc, en fait, on accueille évidemment cette journée, en fait, avec beaucoup d'impatience, parce qu'on relance, en fait, nos activités. Donc, je suis vraiment ravie et merci beaucoup, évidemment, d'être présent pour cet événement majeur qu'on prépare depuis un certain temps. L'événement sur la fiscalité et programmes gouvernementaux au Québec, que retenir de la commission Godbout et de la commission Robillard 10 ans après, est vraiment une occasion unique de revisiter les recommandations et analyses issues de ces deux grandes commissions et d'en tirer des enseignements pour les défis actuels et futurs. Donc en 2014, le gouvernement du Québec avait mandaté 2 groupes d'experts pour examiner en profondeur la fiscalité et les programmes gouvernementaux, les 2 commissions que nous allons mettre à l'honneur aujourd'hui. Et 10 ans plus tard, ces réflexions demeurent essentielles. Évidemment, le contexte économique, social, budgétaire a évolué. Il va être crucial d'examiner l'impact de ces recommandations et des perspectives. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir dans la salle plusieurs des architectes de ces 2 commissions, des représentants des décideurs publics, des chercheurs, des experts qui continuent de contribuer activement à ces réflexions. Alors moi, je voudrais remercier chaleureusement les partenaires de l'événement, la chaire en fiscalité et en finances publiques de l'Université Sherbrooke, le Centre sur la productivité et la prospérité, Fondation Walter Somers d'HEC Montréal et le Cyrano. Je vais remercier évidemment mes collègues Luc Godbout, Robert Gagné, Pierre-Carl Michaud, Carole Vincent, Antoine Genet-Grégoire et Suzy Saint-Cerny qui ont permis la tenue de cet événement. Et évidemment, merci aussi à l'équipe du Cyrano, Elina et Manon, en support à l'événement. Donc au Cyrano, notre mission, c'est d'allier savoir et décision en mettant la recherche au service des choix stratégiques des décideurs publics et privés. Et donc cet événement, c'est une belle illustration de ce que l'on fait, parce qu'on va voir que dans la salle, on réunit des experts, en fait, des différents mondes, le monde académique, le monde des décideurs publics, la société civile, des journalistes, des gens du secteur public et privé. Donc nous sommes vraiment ravis, évidemment, de vous accueillir aujourd'hui. Et ça me fait plaisir d'introduire Stéphanie Gramont, journaliste à la presse, qui va faire une mise en contexte de cette journée. Merci à tous. Bien, merci beaucoup. Et puis, je vous dis bonjour et bienvenue à cette journée qui marque les 10 ans des commissions Godbout-Robillard sur la fiscalité québécoise, sur la révision des programmes. Je suis vraiment très heureuse d'avoir la chance de participer à cet événement aujourd'hui parce que je trouve que ça pourrait être difficilement plus d'actualité, tellement d'actualité qu'on a un peu l'impression qu'on est en train de rejouer dans le même film qu'en 2015. C'est un peu comme le jour de la marmotte, là, vous savez, ce film où les personnages sont coincés dans une bulle spatio-temporelle, puis ils revivent, ils se réveillent sans cesse la même journée. Donc, aujourd'hui, on a un déficit record. La rigueur budgétaire redevient un must. On va devoir assainir nos finances publiques. Ça va exiger un effort inédit et ça va être particulièrement difficile que les services craquent de partout, ne semblent pas être à la hauteur de ce que la population réclame. Et, évidemment, il y a l'élection de Donald Trump qui pose une menace très sérieuse sur notre économie. Donc, je pense que dans ce contexte-là, alors qu'on cherche des outils pour retrouver l'équilibre budgétaire, c'est vraiment très utile de regarder dans le rétroviseur puis de voir quels sont les apprentissages qu'on peut tirer de l'exercice qui a été fait il y a 10 ans par les 2 commissions. Et puis, pour commencer la journée, parce qu'il va y avoir une foule de panels extrêmement intéressants qui vont décortiquer tout ça, mais moi, on m'a demandé de vous ramener en arrière puis de camper le contexte qui a mené au lancement de ces 2 commissions-là. Alors, si on veut faire la genèse comme il faut, je pense qu'il faut remonter dans le temps jusqu'au début des années 2010. On est à la fin des années Charest. On ressent encore les effets de l'éclatement de la crise du crédit. Le Québec accuse un déficit structurel. Les gouvernements successifs n'ont pas réussi à le résorber. Le gouvernement Charest avait accordé des baisses d'impôts records depuis son arrivée au pouvoir. Et puis là, tout tranquillement, il est en train de reprendre toutes les largesses qu'il avait accordées avec différentes mesures. Vous vous souvenez sûrement de l'augmentation de la TVQ, de la contribution, de la création d'une taxe santé, notamment.
On mise beaucoup sur le principe de l'utilisateur-payeur, notamment avec une mesure qui n'a pas fait tant de bruit que ça quand on l'a annoncé étrangement dans le budget, la hausse des droits de scolarité. Mais ça a fini par déclencher un fameux concert de chaudron. Donc, en mars 2012, c'est le printemps érable, les carrés rouges font beaucoup de bruit et le gouvernement Charest, finalement, déclenche des élections. Donc, on entre en campagne électorale. Le Parti québécois met de l'avant des idées fortes, mais des idées qu'il va avoir un peu de difficulté à implanter après son élection. Pour financer l'abolition de la taxe santé, qui est très impopulaire, le PQ veut augmenter l'impôt sur les dividendes et sur le gain en capital. C'est drôle, on entend parler de ça aujourd'hui. Mais le Québec, bon, il peut difficilement agir en solo parce que sans le fédéral, c'est un peu compliqué, la coordination. Donc, ça ne va pas se faire. Le PQ veut aussi hausser l'impôt des riches, mais rétroactivement. Et ça n'avait pas été très clair durant la campagne. Ça va provoquer un tollé après l'élection. Finalement, il va y avoir une hausse, mais quand même beaucoup moins forte que prévu. Bon, on arrive en février 2014. Là, le ministre des Finances, Nicolas Marceau, présente son deuxième budget. Mais dans le budget, il n'y a pas les crédits. Il y a la colonne des revenus, mais il n'y a pas la colonne des dépenses. L'opposition trouve ça très étonnant et s'insurge. Finalement, face à la grogne, puis dans le contexte, Pauline Marois va déclencher des élections quelques jours plus tard. On repart en campagne. Donc, la plateforme électorale du Parti libéral amène plusieurs idées pour éliminer le déficit. Philippe Couillard promet une réforme en profondeur de la fiscalité et puis la mise en place d'une commission dans les prochaines semaines suivant l'élection, commission aussi permanente sur la révision des programmes. Les libéraux de Philippe Couillard, évidemment, sont élus. Et littéralement, le lendemain de l'élection, Luc Godbout et Claude Monmarquette reçoivent un coup de fil de Daniel Johnson fils. Ils s'occupent de la transition du gouvernement. Ils sautent tous les deux dans le train, ils se croisent par hasard, ils ne savent même pas qu'ils s'en vont à Québec pour la même raison. En fait, on leur demande de plancher sur un rapport sur l'état des finances publiques. Claude Monmarquette, il n'avait même pas son ordinateur. Mais c'est pas grave, ils s'installent tous les deux dans une chambre d'hôtel, puis ils se mettent à travailler, puis quelques semaines plus tard, il va y avoir un rapport qui fait le bilan des finances publiques du Québec. Ouf! Mais là, pour éviter d'avoir à refaire ce genre d'exercice-là en toute hâte, chaque fois qu'un gouvernement prend le pouvoir, le rapport Godbout-Monmarquette va plaider pour la mise en place d'un rapport préélectoral. Ça va se faire. Depuis 2015, le ministre des Finances, maintenant, doit préparer un rapport sur l'état des finances publiques, ouvrir ses livres aussi au vérificateur général qui met son sceau, en quelque sorte, puis qui détermine si les hypothèses tiennent la route. Et cet exercice-là permet à tous les partis politiques de présenter un cadre financier à partir des mêmes bases. Donc, c'est vraiment une belle avancée parce que de cette façon-là, les partis ne peuvent plus nous faire le coup classique du trou. Ça, c'est, vous savez, quand le parti qui prend le pouvoir dit « Ah, on ne pourra pas respecter nos promesses parce que, voyez-vous, on a découvert un trou. » Et ça lui permet de renier ses promesses en mettant le blâme sur le gouvernement précédent. Aujourd'hui, tout le monde travaille avec les mêmes chiffres, avec le sceau du VG. Donc, ça, c'est une bonne chose. Mais dans le rapport de Godbout-Monmarquette, il y a aussi une recommandation formelle de dire, lançons 2 commissions. C'est en quelque sorte leur acte de naissance. Donc, on arrive au printemps 2014. Le premier ministre Couillard parle clairement de ces 2 commissions-là dans son discours d'ouverture à l'Assemblée nationale. Il met la table pour la commission sur la fiscalité, disant qu'il faut que la fiscalité demeure équitable, encourage davantage le travail, l'effort, l'investissement, la création d'emplois. Il jette aussi les bases du mécanisme de révision permanente en disant que c'est surtout une culture d'évaluation permanente des programmes qu'on doit mettre en place dans nos services publics. Il propose aussi l'idée du cran d'arrêt sur les dépenses du gouvernement. L'objectif, c'est qu'aucun nouveau programme va être autorisé sans la réalisation d'une économie équivalente ailleurs dans l'appareil de l'État. Et puis, il dit, nous savons que les programmes gouvernementaux et les organismes publics sont toujours créés avec les meilleures intentions. Nous savons aussi que sitôt créé, un programme devient un acquis et que sitôt formé, un organisme tend à grandir. Dans son discours, le premier ministre pose un diagnostic assez grave sur la situation du Québec, puis je pense que ça peut être intéressant de vous en lire quelques extraits. Il
il dit, par exemple, « Nous avons tendu au maximum les élastiques de l'endettement et de la fiscalité, mettant en péril notre compétitivité par rapport à nos voisins. » Les vraies réformes ont été repoussées parce que ce Parlement était divisé. Ce qui aurait été souhaitable de faire il y a 15 ans, ce qui aurait été nécessaire de faire il y a 10 ans, devient aujourd'hui une urgence. L'heure n'est plus au changement cosmétique, il faut agir de façon ferme et décisive. Nous effectuons présentement des compressions pour contenir le déficit, mais il faut se sortir de ces contorsions annuelles de plus en plus pénibles. Elles déçoivent les citoyens, elles démobilisent les employés de l'État, elles déstabilisent les organismes publics. Apprenons aussi ensemble que la démonstration d'un besoin ne signifie pas l'engagement automatique de l'État, que si un nouveau programme doit être créé, il n'a pas à être le plus généreux ou le plus coûteux pour que notre sens de la solidarité soit démontré. Moi, je dirais qu'il y a quand même plusieurs de ces constats qui sont encore vrais, peut-être encore plus vrais aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Comme je vous disais en démarrage de présentation, c'est un peu le jour de la marmotte. Mais restons en 2014. Carlos Letao prend le gouvernail aux finances. Les finances publiques tanguent. Ça n'a pas fait les manchettes, mais le grand argentier a dû se débattre avec les agences de crédit qui menaçaient le Québec de décote. Ça aurait été très néfaste. De son côté, Martin Coiteux devient président du Conseil du Trésor. Dès son arrivée, il se met en quête de données. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, le gouvernement, à ce moment-là, ne savait pas combien de travailleurs il y avait à l'emploi du gouvernement dans l'ensemble de l'administration publique. Donc, la faiblesse des données, ça reste un des talons d'Achille du gouvernement encore aujourd'hui et ça rend la tâche difficile pour les experts qui veulent évaluer l'efficacité des dépenses fiscales et des programmes publics. Donc, les deux commissions se mettent en action, produisent des rapports étoffés, des centaines de pages, mais beaucoup de leurs recommandations sont restées sur les tablettes. Dans le cadre de la commission sur la fiscalité, le grand redosage, impôts personnels et puis taxes à la consommation n'a pas été fait. Le panel, ce matin, sur le sujet va avoir l'occasion de mesurer vraiment tout ce qui a été accompli ou pas. Mais on peut déjà dire que quand même le grand ménage des crédits d'impôt qu'on mettait de l'avant n'a pas été accompli, ou enfin si peu. C'est pas demain la veille qu'on va faire notre déclaration de revenus sur une carte postale. Ou peut-être en envoyant un texto comme en Suède, parce que c'est plus moderne qu'une carte postale. Dans le cas de la commission permanente sur la révision des programmes, certaines recommandations sont restées lettres mortes parce que c'est difficile à vendre aux électeurs, notamment dans le cas des garderies. Il y avait un mécanisme intéressant qui avait été proposé, mais peut-être un peu plus complexe. Et puis, je pense qu'il faut dire aussi que la commission permanente n'a eu de permanent que le nom, même si c'est un exercice d'évaluation en continu qu'on aurait mérité d'avoir. J'ai l'impression que c'est comme un peu comme un arbuste qu'on veut tailler un peu à chaque année pour qu'il repousse plus fort et qu'il fasse plus de fleurs. Ça serait plus utile de procéder comme ça que d'arriver d'un coup sec et de couper l'arbuste au ras du sol. Voilà. On aura aussi des panélistes qui pourront nous en dire plus là-dessus. Mais tout ça pour dire que le gouvernement Couillard est quand même parvenu à rétablir l'équilibre budgétaire, non sans être fait taxer de austérité ou rigueur budgétaire, à savoir le vocabulaire a causé toutes sortes de maux de tête à ce moment-là. Mais quand la CAQ a pris le pouvoir, chose certaine, le ministre des Finances, Éric Girard, a hérité de finances en santé. Il a toujours eu le chic de reconnaître qu'il avait hérité d'une situation saine, mais il n'y avait pas de surprise, il n'y avait pas de trou. Mais aujourd'hui, avec un déficit record de 11 milliards, on peut se demander si Éric Girard va être en mesure de laisser des finances publiques en aussi bonne santé que quand lui est arrivé au pouvoir. En tout cas, l'effort va être considérable. On annonce des coupes, évidemment, en santé, 1,5 milliard pour réduire le déficit structurel. Et puis, c'est probablement qu'un début. Mais pourtant, je pense que la population ne le réalise pas nécessairement. Ça n'a pas été, l'effort requis n'a pas nécessairement été communiqué tant que ça. La CAQ mise sur un taux de croissance des dépenses
de 2,2 % pour les 4 prochaines années. Après inflation, là, c'est pratiquement un gel dont on parle pour 4 ans. Il en a fallu beaucoup moins pour qu'on parle d'austérité en 2014-2015. Donc, j'ai l'impression qu'il va y avoir une prise de conscience peut-être brutale de la part de la population. Nous, ça nous a amené à la presse à nous poser la question, est-ce que le Québec a encore les moyens de son État-providence? On a fait une série qui s'est terminée justement hier, une série sur 2 semaines, parce que je crois que c'est une question majeure qu'on doit tous se poser, qu'on est mûr au Québec pour se parler dans le blanc des yeux. Ça ne veut pas dire là, de faire des coupes à la Trump, rassurez-vous, mais on est à l'heure des choix. Et je pense qu'on doit être constructif et on doit, c'est pas en mettant les enjeux sous le tapis qu'on va réussir à se réinventer. Alors, j'ai très hâte d'entendre toutes les personnes qui vont s'exprimer aujourd'hui. J'espère qu'il y aura des pistes de solutions, de réflexion. Et puis, bien, je vous laisse la parole. Alors, j'invite mes collègues à se joindre à moi pour le panel. Vous pouvez prendre place et je vais les présenter pendant qu'ils prennent place. Donc, par ordre alphabétique, donc, nous avons Pierre-Carl Michaud, qui est professeur d'économie à HEC Montréal et vice-président au Cyrano ici. Daniel Millette, fiscaliste issu de la pratique et membre d'Ange Québec. Yves Saint-Maurice, économiste conseil et collaborateur à la chaire en fiscalité et en finances publiques. Jean-Pierre Vidal, professeur de fiscalité internationale à HEC Montréal, et Carole Vincent, économiste et directrice ici même au Cyrano. Je vous confirme, 10 ans déjà, Stéphanie a parlé du jour de la marmotte. On a réassis tout le monde dans le même ordre qu'il y a 10 ans. Vous pouvez voir, peut-être que certains, vous pourrez juger s'il s'est passé 10 ans par les cheveux ou par la tenue vestimentaire. La tenue vestimentaire, maintenant, il y a un petit problème, mais la cravate n'est plus à la mode. Donc, Stéphanie a bien résumé le contexte, je n'y reviendrai pas, mais on a une occasion unique ici là, de prendre un pas de recul et de faire un post-mortem des travaux de la commission. Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qui reste pertinent en 2025. Donc, sans revenir sur l'historique, il faut quand même rappeler quand un premier ministre met quelque chose dans son discours inaugural, ça devrait être quelque chose d'important. Donc, ici, là, on voit qu'il mettait beaucoup d'emphase sur la fiscalité. On s'attendait donc à une réforme de la fiscalité sans surprise. Donc, pour débuter, je vais prendre 1 minute pour parler du cœur du mandat. Donc, comparer les tendances mondiales en matière de fiscalité, examiner la possibilité de revoir l'équilibre entre les modes de taxation, réviser le régime fiscal des entreprises afin de mieux soutenir la croissance économique, analyser le régime fiscal des particuliers afin notamment d'encourager davantage le travail et l'épargne, et aussi de faire tout ça en une redistribution équitable de la richesse, notamment en soutenant bien les moins nantis. Donc, vous comprenez que c'est un mandat assez large, mais qui était tout à fait stimulant pour les membres de la commission. 48 heures avant le début de l'annonce officielle de la commission, sans dévoiler de grands secrets, j'ai reçu un coup de fil du sous-ministre en titre au ministère des Finances qui m'a téléphoné pour dire « Ça te dérangerait-tu s'il y a un mandat court terme? Trouver 650 millions pour la mise à jour économique, dans le fond, pour nous aider à garder le cap sur l'équilibre, en tout cas sur le déficit qu'on avait annoncé. » Donc, une sorte de caillou dans le soulier. On s'est livré à l'exercice, mais avant même de proposer une réforme, on dit on va essayer de trouver des sous. Donc, on a fait un rapport intérimaire là-dessus et la moitié en termes d'argent de ce qui a été présenté dans le rapport intérimaire s'est retrouvé dans la mise à jour économique du ministre des Finances. Autre élément qui est arrivé en cours de route, en plus du caillou dans la chaussure, est arrivé en cours de route l'idée de donner un avis sur les scénarios que le gouvernement envisageait en matière de révision de financement ou de tarification des services de garde. Les 2 commissions ont été sollicitées. C'est le seul élément où les 2 commissions ont travaillé ensemble là-dessus. Donc, à la lumière de ça,
les commissaires ont déterminé un peu le carré de sable et ils ont dit, voici les 8 objectifs qui devraient être au cœur de la réforme. Je ne les reprendrai pas un à un. J'ai vu des gens prendre des photos. La présentation va être disponible pour ceux qui trouvent que ça va un peu vite. Donc, la présentation va être disponible, mais vous voyez notamment, incité au travail, on revenait sur certains éléments qui étaient évidemment en lien avec le mandat. Donc, 8 experts, expertise diversifiée, complémentaire, tout ça. On a dit comment on procède. On a eu la chance d'avoir un secrétariat du ministère des Finances efficace. On a eu la chance d'avoir un rédacteur qui est dans la salle à quelque part, qu'on remercie, qui était hors pair. Et on s'est aussi appuyé sur 18 analyses d'experts. Des analyses d'experts québécois, canadiens ou à l'international, qui nous ont donné, qui ont fait une sorte de socle un peu à notre analyse. On a, avec l'Institut du Nouveau Monde, on a fait 7 forums citoyens pour amorcer une sorte de discussion sociale. Et on a tenu aussi 7 jours d'audience publique où certains d'entre vous sont venus présenter des mémoires. Fait que tout ça nous a conduit à un rapport, 71 recommandations, des recommandations de court, moyen et long terme qui touchent les particuliers, les sociétés et à la fois à peu près tous les impôts qu'on imagine. Si j'avais à tracer les contours de la réforme qu'on a proposée, je dirais à peu près ceci. Les 71 recommandations y ont été faites à l'unanimité des 8 commissaires. La réforme était neutre sur le plan des finances publiques, donc on n'aggravait pas le déficit, à part le 650 millions là, qui était le mandat intérimaire. C'est une réforme, on a pris une approche globale. On a dit on va analyser le tout dans son ensemble. On proposait de faire le ménage dans les mesures fiscales, évaluer leur pertinence respective. On voulait offrir un meilleur équilibre entre les modes d'imposition, comme je l'ai dit, moduler à court, moyen et long terme, adapter la fiscalité au nouveau défi des années 2015 à l'époque et travailler, dans le fond, à hausser le niveau de vie de tous les Québécois. Donc, c'est les contours de la réforme. On a produit un rapport en 6 volumes. J'en ai amené 4 ici. Si vous voulez savoir s'il y a de plus triste qu'un rapport tabletté, c'est un rapport pas déballé, c'est encore pire. Mais je vous l'offre si quelqu'un le veut, on pourra le signer. Mais voici donc un rapport en 6 volumes. Après ça, là, j'arrive à la zone, à mon avis, intéressante, de la manière dont le rapport a été accueilli, sous différents angles. Politiquement d'abord, bien, celui qui avait demandé le rapport, le ministre Létao, donc, a accueilli favorablement le rapport, évidemment, et Ferrard, il a pris la plume pour faire une lettre ouverte dans les médias pour montrer un peu que notre fiscalité était lourde et peu efficace et qui était pour pouvoir s'appuyer sur les travaux de la Commission pour moderniser la fiscalité québécoise. Donc, un appui assez favorable au départ. Évidemment, dans un système parlementaire britannique, l'opposition s'oppose. Et sans surprise, le titre de Radio-Canada révèle assez bien l'accueil que l'opposition a fait à notre rapport. Donc, le titre est assez limpide. Et c'est comme quoi, quand l'opposition pense que le gouvernement va faire quelque chose, bien, c'est sûr qu'il critique et il s'oppose. Mais on a aussi eu droit à un petit peu de politique spectacle. Donc, un porte-parole d'un parti politique a, de manière assez démagogique, en conférence de presse, la journée où on lançait notre rapport, dit qu'on aurait pu économiser tous les coûts de la commission parce que tout se trouvait dans un livre. Marcelin, tu t'attendais sûrement pas à ce que ton livre soit là aujourd'hui. Donc, dans un livre qu'on a coécrit et qui ne traite pas du tout de réforme de la fiscalité. Mais, les médias étant ce qu'ils sont, personne a interrogé la personne pour dire « Oui, mais il n'y a rien en fiscalité dans ce rapport-là. » Donc, ça a été relayé, mais malheureusement, ça n'avait rien à voir. Le pire, à mes yeux, c'est qu'il y avait plusieurs recommandations dans le rapport de la Commission qui devraient plaire à ce parti politique-là. Bon. Maintenant, quand on dit les éditoriaux, dans Le Devoir, Jean-Robert Sans Façon, donc, ce n'est pas la révolution, parce qu'il y en a qui s'attendaient à ce que ce soit la révolution, mais c'est néanmoins majeur et bien équilibré. Quand on a dit Jean-Paul Gagné, qui est aussi dans la salle, donc, aucun travaux dans les 50 dernières années n'est aussi global et un ensemble de recommandations de grande portée. Donc, nous, on était quand même heureux quand on voyait ça. Du côté du Soleil, avec Brigitte Breton, là, elle fait une critique un peu de la société en disant c'est dur de bâtir un régime fiscal meilleur, même si c'est ce que le rapport propose.
Puis là, elle disait, mais ça serait conditionnel à ce que les partis politiques arrêtent de faire de la partisanerie stérile et que les particuliers et les entreprises arrêtent de vouloir plus de l'État, mais en payant moins. Donc, c'est un peu le sens de l'éditorial. Et là, on va dans les chroniques. Bon, sans surprise, Stéphanie appuyait également le grand ménage. Elle en a reparlé tout à l'heure. Donc, et aussi, je savais qu'Éric Desrosiers, c'était pour être dans la salle, j'ai aussi pris un extrait de sa chronique. Et il dit, c'est bon de faire le point, c'est rare qu'on fait le point sur notre régime fiscal, mais le deuxième petit bout de paragraphe, bien que d'un ennui mortel et reposant sur beaucoup plus de chiffres qu'un esprit normal constitué peut prendre, blablabla, mais néanmoins, c'est des questions fondamentales. Et lui aussi soulignait le fait que les gens ont pu sortir une certaine cassette. Dans le Journal de Montréal, on a Mario Dumont qui disait que si les gens, dans le fond, trouvent mauvais le rapport parce qu'ils pensent que le gouvernement va juste faire les hausses d'un côté, mais ne fera pas les baisses de l'autre, il dit, c'est pas le rapport que vous évaluez, c'est la confiance en la politique gouvernementale. Il dit, puis là, le rapport a fait ce qu'il avait à faire. Comment taxer mieux? C'était ça le mandat qu'on avait reçu. Pierre-Yves McSween, à travers différentes tribunes, le blog, dans Le Voir ou à Radio-Canada, a fait un appui sur la pertinence des travaux de la commission, puis a aussi critiqué, dans le fond, la manière dont les médias ont analysé de manière un peu trop superficielle les travaux de la commission. Et Pierre Fortin, mon professeur, j'adore tout le temps quand il nous donne une note de 10 sur 10. Donc, ce que j'aimais surtout, c'était le fait qu'il disait que c'était pour améliorer le rendement de l'économie et atténuer les inégalités sociales. Donc, quelque chose de quand même positif à nos yeux. Bon. Après ça, c'est en route vers la mise en œuvre. Donc, comment on fait ça pour être en route vers la mise en œuvre? Nous, on a choisi de demeurer actifs dans la sphère publique. Donc, on a choisi de demeurer au service de la République pendant les semaines qui ont suivi. Donc, on a offert aux partis politiques des rencontres privées pour dire on peut vous expliquer le rapport. Donc, les 4 partis à l'Assemblée nationale, il y en a 2 qui ont répondu assez vite. Donc, dans les semaines qui ont suivi, on les a rencontrés pour expliquer le rapport. Il y en a un autre parti qui ça a été un peu plus long, mais avant les commissions parlementaires de l'été, on a pu les rencontrer. Puis, il y a un 4e parti qui n'a pas encore répondu à l'invitation qu'on avait faite de leur parler des recommandations. On a aussi, le ministère des Finances du Québec a aussi convié les sous-ministres des autres ministères des Finances du Canada à « je vais vous expliquer la réforme un peu pour voir s'il n'y a pas des choses qui pourraient être faites même à l'intérieur du Canada ». Après ça, le ministre des Finances a convié les principaux partenaires économiques à une table des partenaires. Donc là, il y avait des groupes socio-économiques, syndicats, patronats, pendant 2 jours où il y a eu des discussions sur la réforme. Le parti au pouvoir, donc le Parti libéral du Québec, il y a eu des audiences dans leur instance et ils ont adopté une résolution comme quoi il fallait aller de l'avant avec la réforme de la fiscalité au Québec. Et enfin, il y a eu une commission parlementaire qui a été mise en place à l'Assemblée nationale pour parler de la réforme. Donc, au moment du début des travaux de la commission, les journalistes étaient convaincus qu'une réforme fiscale aurait lieu au Québec. Nous aussi, d'ailleurs, mais les journalistes également étaient convaincus. Et même, pour débuter les travaux, au moment de débuter les travaux parlementaires, comme Chapelot, nous, on croyait dur comme fer qu'il n'y avait pas une tablette assez solide pour notre rapport. Alain Dubuc a été un des premiers à dire « c'est pas facile de discuter intelligemment de sujets complexes comme une réforme de la fiscalité ». Donc, lui aussi a parlé de sortir la cassette, que le rapport était bien fait, puis il critiquait un peu l'opposition pour une approche de « comme le gouvernement propose ça, nous, on est contre ». Puis dans le cadre des travaux parlementaires, là, on a aussi eu droit à des critiques. Donc, je prends un exemple de l'Assemblée nationale. À un certain moment, dans une période de questions, on s'est fait comparer, le rapport s'est fait comparer au moteur Volkswagen. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, à cette époque-là, le moteur Volkswagen, il y avait un scandale diesel, puis il parlait de trucage de logiciels, donc c'est sûr que ce n'était pas un appui massif à notre rapport. Et il y a eu des élections partielles au même moment que se faisait la commission parlementaire, et là, on arrivait, dans le fond, la CAQ a fait un peu de politicaillerie aussi, est arrivée puis ils sont venus mettre des bulles au-dessus des affiches du Parti libéral en disant « il ne faut pas le dire, mais on va augmenter votre TVQ ».
C'est sûr que l'autre bout de la réforme, c'est aussi, on va baisser votre impôt sur le revenu, mais la bulle, il manquait de place. Là, ils ont juste parlé d'augmenter la TVQ. Bon, là, il ne faut pas donner plus d'effet aux bulles, mais quand même, il y a eu cet élément-là. J'accélère un peu. Donc, Alain Dubuc a conclu qu'il n'y a pas eu de débat de société souhaité sur ça un petit peu plus tard. Puis là, on arrive à... Parce que certains vont dire, mais tu ne parles pas de ce qui a été fait puis ce qui n'a pas été fait. Bien, voyez ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait. Du côté des particuliers, je vous rappelle, c'est une réforme à coût neutre. Donc, éliminer la contribution santé, tout le monde était pour ça. Réformer la fiscalité des particuliers pour qu'elle soit plus progressive, mais qu'on fasse également une réduction fiscale, des mesures pour l'incitation au travail, etc. Vous voyez, et ça se finançait par une révision des dépenses fiscales, des hausses de TVQ, des hausses de taxes et une meilleure tarification. C'est comme ça qu'on révisait la fiscalité des particuliers. On arrive aux sociétés, encore une fois, baisse du taux général, baisse des contributions au Fonds de service de la santé. On finançait ça par un recentrage pour les PME, pour les grandes entreprises, fin de la remboursabilité. Anyway, vous voyez un petit peu comment on a travaillé. Encore une fois, on y allait comme ça. Et on proposait aussi, du côté des autres recommandations, une meilleure gestion des dépenses fiscales. Et là, c'est un peu paradoxal parce que cette année, le ministre des Finances a dit, 10 ans plus tard, on va procéder à l'examen des mesures fiscales. C'est un peu ce qu'on suggérait à l'époque, mais mécanisme d'arbitrage, évaluation périodique, pas juste quand ça va mal. Donc c'est un peu les éléments que nous, on avait suggérés. Dans le budget du ministre des Finances, on revient au lendemain de son budget, il écrivait quand même assez noir sur blanc les mesures qui avaient été mises en place, les mesures qui étaient sous étude et les mesures non retenues. Donc, au jour du budget, il y avait juste 2 mesures non retenues. 28 mises en place. Bon, on pourrait avoir fait complètement mises en place ou partiellement, mais il y a eu quand même beaucoup de travaux. Ce qui n'a pas été fait, c'est le fameux redosage. Stéphanie en a parlé. Ce qui a été fait, donc, si on va un petit peu succinctement, donc, la fameuse contribution santé, tout le monde était contre, donc, puis elle n'atteindait pas ses objectifs. Donc, on était élimination graduelle, mise en place du bouclier fiscal, donc, etc. Vous voyez ce qui a été fait le jour même du budget, en lien avec le rapport. Du côté des sociétés, il y en a encore plus. Donc, entreprendre la réduction du taux général des sociétés, du FSS. On va voir tantôt que c'est peut-être pas aussi fort qu'on le souhaite, mais il y a eu plusieurs actions qui ont été faites la journée du budget. Et dans les années qui ont suivi, il y a eu également des gestes qui respectent l'esprit de la commission. Donc, le montant personnel de base, les révisions des taux du barème, c'était dans l'esprit de la commission. C'est sûr que nous, c'est un redosage, mais c'était quand même dans l'esprit de ça. Tout ça, c'est fait. Ces éléments-là, on peut dire qu'ils ont été faits dans l'esprit de la commission. Juste avant qu'on passe à la période d'échange avec mes collègues, je vous ramènerai ici quand même sur un élément, dans le fond, à méditer, un élément de méditation, c'est parler des forces du statu quo. Dans le fond, même quand on propose une réforme, s'il y a un petit nombre de perdants, les petits nombres de perdants peuvent avoir une influence politique tellement grande qu'il empêche une réforme qui profiterait, dans le fond, au plus grand nombre. Donc, dans cette perspective-là, je pense que c'est important de garder la réflexion et, sans plus tarder, bien, je vais m'en aller à la période d'échange avec mes collègues. Bonjour tout le monde. Bon, j'espère que ça... Il me semble que c'est fort un peu. Bon. Donc, on poursuit, nous voilà rendus donc à la période d'échange et on a l'occasion de faire une espèce de making-of un peu de la commission avec les gens du panel. On va revenir sur certains éléments que j'ai présentés, mais on pourrait revenir aussi sur des éléments plus spécifiques que la commission a eu à prendre en compte dans le cadre de ses travaux. Donc, on commence un peu par notre volonté ou les contours qu'il y avait pour la réforme, puis notre volonté de faire une réforme à coût nul. Plusieurs ont pensé que c'était le gouvernement qui nous avait imposé une réforme à coût nul. Avec le recul, moi j'aimerais ça discuter un peu avec vous. Est-ce que vous pensez que c'était une bonne idée de s'être imposé cette contrainte-là ou c'était pas pertinent? Je sais pas, Yves, c'est un... En fait, c'était une excellente idée de faire une réforme à coût nul. Je veux se remettre dans le contexte, on en parlait un peu, justement. Il y avait comme 2 axes au mandat. Le premier, c'était vraiment d'aller trouver le 650 millions de dollars là, qui était déjà inscrit au budget 2014-2015. C'était écrit dans le budget que pour 2015-2016, il fallait que la commission trouve 650 millions de dollars en analyse des dépenses fiscales. Alors, on a fait un tour complet de toutes les dépenses fiscales. On avait beaucoup de plaisir, hein, Carole et Daniel, on va là-dessus. Alors, donc, c'était un rapport spécifique. Vraiment, on a réglé ce problème-là. C'était comme un caillou dans le soulier.
Ça a été réglé. Après, on pouvait passer à une vraie réforme, parce qu'on ne voulait pas nécessairement se faire accuser d'avoir créé une réforme fiscale pour augmenter les revenus de l'État. Donc, c'est vraiment ça. Donc, on mettait ça de côté. C'était fait. C'était remis au gouvernement. C'était pas public encore. On l'a publié juste à la fin, mais c'était pas public encore, mais c'était fait. Donc, on a passé à la réforme à coût nul. Réforme à coût nul, c'était important parce que le fardeau fiscal des Québécois était quand même, le poids de la fiscalité est quand même plus élevé au Québec à ce moment-là que dans les pays, dans l'économie avancée de l'OCDE. Donc, on le voit, on était à 37,2 comparativement à 32,6. Donc, on ne voulait pas augmenter le fardeau fiscal, on voulait tout simplement avoir une fiscalité plus efficace, plus efficiente, en gardant le même fardeau fiscal au niveau de... Donc, quand on parlait de réforme à coût nul, on le faisait aussi pour chacun des groupes de contribuables, les particuliers et les sociétés. Donc, à l'intérieur, chacun des groupes. Donc, il fallait, si on changeait les modes d'imposition puis que ça diminuait les recettes de l'État, à ce moment-là, il faut trouver un moyen d'augmenter les recettes de l'État du même montant pour le même groupe de contribuables. On le faisait pour les sociétés, puis on le faisait pour les particuliers. Donc, on voit que c'est quand même drôle parce que le poids de la fiscalité entre 2013 et 2023 a encore augmenté au Québec. Donc, nous, on voulait le garder stable, mais il a quand même augmenté. Puis même l'écart avec les pays avancés a quand même aussi augmenté. Donc, c'est un peu ça que je pense que c'était important. On voulait vraiment garder réforme à coût nul parce qu'on fait tout simplement avoir une taxation plus efficace, tout simplement. Merci. Donc, on ne voulait pas l'augmenter. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu aussi proposer de le réduire, ce fameux poids de la fiscalité-là, compte tenu qu'il était plus élevé qu'ailleurs? Mais non, parce que ça faisait pas. Donc, on ne voulait pas augmenter ni diminuer le fardeau. Puis, on ne remettait pas non plus en question les missions de l'État. Ce n'était pas dans notre mandat de dire est-ce qu'on doit changer l'enveloppe de programme. C'est une autre commission qui examinait ça, mais vraiment, on ne remettait pas non plus en question les missions de l'État. Donc ça rejoint, là, mais du côté des dépenses, ce que Yves dit. Donc, on l'a analysé des deux côtés, effectivement, et donc on en est venu à dire, c'est pour ça qu'on proposait, à coût nul, sans toucher. C'est pas nous qui ferions des arbitrages pour moins d'État dans la société québécoise. Bon, plusieurs, lorsqu'ils pensent à nous, ils pensent à la réforme, ils pensent juste au fameux redosage des impôts. Mais dans le fond, c'est d'autres choses que ça, la réforme, là, mais certains ont juste retenu le fameux redosage. Je sais pas, Pierre-Carl, est-ce que c'est un exercice qui est encore pertinent aujourd'hui, le redosage? Oui, pour 3 raisons. La première, selon moi, c'est qu'on a des énormes besoins en termes de services publics de financement. On a des énormes besoins en termes de financement. Et puis la taxe... Et donc, à essayer d'aller chercher les revenus d'une manière la moins nocive possible pour l'économie. L'impôt sur le revenu, il est rendu à son rendement maximal. Là. On ne peut plus aller taxer davantage. Les hauts revenus, les élastés sont très élevés. Donc, il n'y en a plus de ce côté-là. Redoser en allant vers les taxes à la consommation, on a montré ensemble dans certaines de nos recherches, quand on fait face au vieillissement de la population, ça génère un rendement intéressant qui peut nous aider justement à avoir une base fiscale plus importante. Premier élément. Deuxième élément important, puis je pense que c'est encore plus pertinent aujourd'hui de réfléchir à consommation versus revenu, c'est l'épargne. Parce que c'était la grande motivation pour faire ça en termes économiques, c'est la distorsion sur l'épargne que la taxation de l'impôt sur le revenu introduit. On a le REER, on a le CELI. Nos gouvernements se privent de recettes extrêmement importantes au niveau de ces revenus-là. Puis si on avait à faire l'exercice aujourd'hui, je pense qu'il faudrait inclure cette dimension-là à l'intérieur de cette analyse-là de redosage. Je veux dire, taxation à la consommation, oui. Le REER est un peu une forme de taxation à la consommation. Il taxe au moment où on sort l'argent. Mais on peut parler des inégalités de richesse aujourd'hui, puis on peut avoir une réflexion. Troisième élément, c'est qu'aujourd'hui, je pense, et c'était aussi à l'époque, on l'a évité, cette discussion-là, mais c'est extrêmement difficile de faire un redosage quand on est seulement la moitié des revenus collectés chez les contribuables. Les exercices de redosage devraient se faire conjointement avec le gouvernement fédéral. Et c'est extrêmement difficile de faire ça, mais en fait, on est vraiment mûr pour une discussion à ce niveau-là de redosage, non seulement fédéral-provincial, mais aussi de réfléchir au mode de taxation. Est-ce que c'est mieux d'avoir l'impôt des sociétés au fédéral? Est-ce que c'est mieux d'avoir la taxe à la consommation dans les provinces et ainsi de suite?
Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça serait encore plus pertinent, mais il faudrait que ça ait lieu dans un contexte encore plus large. Parfait, merci. Yves, face à cette caricature-là, moi, je l'aime bien, mais en même temps, il y a quelque chose qui m'énerve dans la caricature parce que ça dit que, finalement, 1 pièce à l'impôt, 1 pièce aux taxes, finalement, si tu payes, tu ne peux pas avoir de gain à changer le dosage. Qu'est-ce qu'on pourrait répondre pour dire que oui, le changement de dosage pourrait être mieux, là? En fait, si tu passes peut-être à l'autre diapo, ça serait intéressant. Mais il n'y a pas juste la TVQ. On parle beaucoup de la TVQ, mais il y avait aussi la tarification aussi qui était importante. Puis, nous, on a travaillé beaucoup sur l'écofiscalité au niveau de la tarification. C'est un élément qu'on a quand même travaillé assez fort. L'écofiscalité, il est intéressant. Ça doit être intéressant que ça permet aussi d'internaliser des externalités au niveau de la consommation. Là, je parle d'un économiste, là, puis c'est vrai. Là. Je veux dire, il y a de la consommation de certains biens qui génèrent des coûts économiques, des coûts sociaux. Donc, quand on fait le principe de l'utilisateur-payeur, donc on fait payer davantage, donc on tarife pour justement faire payer le vrai prix pour les coûts sociaux. Donc ça, on l'a utilisé quand même pas mal au niveau de la commission comme telle. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc, double bénéfice, ça sert au redosage, puis en plus, ça apporte d'autres bénéfices sociaux. Donc c'est de la magie, là. C'est vraiment, pour un économiste, c'est de la magie, là. C'est paradis terrestre. Alors, c'est ça. Donc, l'écofiscalité, on avait travaillé quand même beaucoup là-dessus, puis c'est le fun parce que ça peut s'appliquer à plein de choses. Ça peut s'appliquer à la gestion des matières résiduelles, ça peut à la consommation de l'eau, etc. Nous, on avait plus axé ça sur la taxe sur les véhicules de luxe, taxe sur l'essence, qu'est-ce qu'il y avait? La tarification du bloc patrimonial, une augmentation. Puis, au niveau de la consommation aussi, la surconsommation d'électricité au niveau des particuliers. Donc, c'est un peu ça. Puis, pour le mode d'imposition, on a compris, on sait que l'imposition, ça a des coûts sociaux, ça a des coûts économiques à imposer. Donc, ça perturbe le processus de décision des consommateurs ou des sociétés. Donc, ça amène des distorsions dans l'efficacité du système, dans l'allocation des ressources. Donc, on a demandé au ministère des Finances, on a dit, bien là, pouvez-vous tester, vous avez un modèle d'équilibre général, là, pouvez-vous tester c'est quoi les impôts? Qu'est-ce que ça peut avoir comme effet sur l'économie, sur le PIB réel, d'imposer, par exemple, d'augmenter la taxation sur différents types d'impositions? On avait posé la question au ministère des Finances. Alors, c'est les résultats qu'ils ont obtenus. Ça, c'est les impacts négatifs sur l'économie d'un prélèvement additionnel de 1 $ de plus en taxation selon les modes d'imposition. Alors, tout de suite, on voit que si vous imposez 1 $ de plus d'imposition sur l'impôt sur les revenus des particuliers, ça a un effet de 72 sous négatif sur le PIB réel. Puis si vous le faites sur la taxe consommation, la TVQ, c'est 43 sous. Ah, là aussi, il y a de la magie à faire. Alors, on peut diminuer l'impôt sur les particuliers. Donc, on gagne 72 sous. Puis on augmente la taxe, la TVQ ou la tarification. Mais la TVQ, mettons, puis on gagne 43 sous. Donc, on a un effet net de 29 sous. On n'a rien fait, ça n'a rien coûté à la société, puis on fait un gain de 29 sous. C'est encore de la belle magie. Merci. Je vais passer à Jean-Pierre. Peut-être en matière de fiscalité internationale, est-ce qu'il y a quelque chose aussi que le redosage peut jouer? Oui, peut-être on va changer. Oui. Alors, en décembre 2017, il y a eu une baisse très importante de l'impôt américain de 12 points de pourcentage. Et si on regarde ici, on a 2015-2024, on se compare un peu avec les États-Unis du point de vue de la fiscalité. On voit qu'auparavant, on avait un très gros avantage du point de vue de l'impôt des sociétés. Et cet avantage-là, il est disparu. Puis en réalité, la situation est un petit peu pire que ça, parce que le 4 %, c'est une moyenne. Il y a des États américains qui n'ont pas d'impôts, il y en a qui ont plus d'impôts. Donc, ça veut dire qu'aux États-Unis, présentement, il y a dans certains États, l'impôt des sociétés, c'est 21 %, c'est pas 26 %. Alors là, la situation avec M. Trump, qui revient au pouvoir et qui promet encore des baisses d'impôts, bien, ça nous oblige inévitablement à nous poser encore une fois la question de l'impôt des sociétés. Et en fait, les gouvernements, leur réaction, c'est un peu de dire on va faire des alliances avec les autres pays. Oui, on va faire des alliances, c'est bien, mais il ne faut pas juste se fier là-dessus. Il faut aussi penser à l'impôt des sociétés. Et ici, ça m'amène à revenir au redosage, des choses extrêmement importantes, la magie, les points qui ont été faits auparavant.
Imaginons qu'on a deux situations possibles. Alors, puis là, c'est des exemples, j'aurais pu prendre n'importe quel exemple. J'ai pris l'exemple de l'électricité. Mettons qu'on dit, on a 100 millions à donner. Soit qu'on donne 100 millions pour réduire le tarif d'électricité d'une entreprise qui va venir ici puis qui va sauver le Québec, ou on prend 100 millions et puis on baisse l'impôt des sociétés. Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se compare, ces deux choses-là? Prenons le tarif d'électricité. On donne 100 millions à une entreprise qui vient de s'établir, on lui donne un tarif d'électricité extraordinaire. C'est quoi les conséquences? Première conséquence, l'utilité de l'électricité n'est pas à son meilleur parce que le signal de prix est faussé. On n'a plus un bon signal de prix, la rareté n'est pas respectée. Deuxième problème, c'est qu'il faut choisir le gagnant. On dit, cette entreprise-là, ça va sauver l'économie du Québec. OK, oui. Si on se trompe, est-ce que le gouvernement il est bon pour trouver les gagnants? Bon, prenons le cas de l'impôt des sociétés. L'impôt des sociétés, ça s'applique à toutes les sociétés. Alors, on n'a pas besoin de choisir de gagnant. Le gagnant, il va arriver tout seul. Et c'est une mesure d'application générale. Et à ce moment-ci, moi, ma recommandation, c'est d'examiner l'impôt des sociétés. C'est le moment ou jamais de le faire. Merci. C'est choc quand même, là. Éliminé. On va revenir tantôt là-dessus, sans doute. Je rajouterais quelque chose sur le redosage. C'est que le problème, c'est que quand on fait une réforme à coût nul, bien, le contribuable, il ne voit pas la différence. Lui, il est taxé de la même façon, mais il y a quand même des bénéfices dans la société qui ne sont pas palpables. C'est ça qui est le problème, de faire passer le message du redosage. Parfait. Merci. Et là, je voulais vous parler des modes d'imposition puis de leur surutilisation, mais c'est encore plus accru aujourd'hui que ça ne l'était. Donc, je passe par-dessus. Je vais poursuivre avec Yves sur les perspectives un peu plus économiques. Le contexte politique était, ou pas politique, le contexte de finances publiques était difficile. Stéphanie en a parlé au moment où la commission a été créée. Donc, retour difficile à l'équilibre budgétaire. Un peu comme aujourd'hui. On savait que la croissance économique était pour être amoindrie par la transition démographique. Yves, peux-tu m'en dire un peu plus là, à l'époque puis aujourd'hui sur ce qu'on attendait là, comme perspective économique? Je parle beaucoup, là, mais ça achève. Bon, j'apprends rien à personne. Au moment où on faisait la commission, on regardait la croissance économique. On s'apercevait que dans le temps, à cause de la démographie essentiellement, on avait une croissance économique qui diminuait dans le temps. On voit entre 1993 et 2003, la croissance était 3 2003-2013, on était à 1,5 puis là, on a fait des prévisions, on travaille avec la Chaire. On fait toujours une étude régulièrement sur la soutenabilité budgétaire du gouvernement du Québec. Donc, on projette on fait nos projections jusqu'en 2063, puis on voit que la croissance est quand même... On voyait que la croissance était 1,3 et 1,2. Donc, on voit que la croissance, dans le futur, est amenée à réduire, à devenir de plus en plus restreinte. Donc, ça a des effets sur les recettes du gouvernement, donc pression sur les recettes fiscales du gouvernement. Donc, d'une part. Deuxième élément que je veux rajouter là-dessus pour mettre en parallèle, c'est que là, je parle du ratio de dépendance démographique. Peut-être que les gens ne sont pas très familiers à ça, mais ça donne une espèce d'impression sur la pression qui s'exerce sur les finances publiques. Le ratio de dépendance, le rapport de dépendance démographique, c'est qu'on parle de la population de 65 ans et plus, qui contribue moins à la croissance économique ou à la création de richesse parce qu'ils sont plus vers la retraite que d'autres choses, mais qui ont des coûts de santé qui sont quand même assez importants puis qui augmentent surtout après 65 ans. Donc, pression sur les coûts au niveau des finances publiques, alors qu'ils contribuent moins. Puis on ajoute à ça les 0 à 19 ans qui sont, eux autres non plus, contribuent pas beaucoup à la croissance économique parce qu'ils sont soit en garderie ou en éducation. Donc, eux autres ici ont des frais très importants. Donc, il faut payer l'éducation, etc. Puis, on fait le ratio de la somme de ces deux groupes-là sur ceux qui sont dans la population active, dont les 20-64 ans, ceux qui créent vraiment de la richesse. Alors, on regarde le rapport de dépendance démographique entre 81 puis 2010-2011, autour de 60. Ça veut dire qu'il y avait sur 100 personnes qui étaient entre les 20 et 64 ans, donc qui créent de la richesse, bien, il y en a 60 qui sont dépendants de ce groupe-là qui travaillent. Maintenant, on voit que ça a augmenté et ça augmente jusqu'à 80. Donc, avant, il y avait 60 personnes qui dépendaient des 100 personnes qui travaillaient. Maintenant, il y en a 80 qui dépendent des 100 personnes qui travaillent. Donc, on voit qu'il y a une pression sur les finances publiques, pression sur les coûts, pression sur les revenus. Donc,
difficile à équilibrer au niveau de la croissance économique, surtout avec le vieillissement de la population. Oui, ce qui est intéressant à regarder de ce côté-là ici, c'est qu'on a demandé encore une fois au ministère des Finances d'utiliser son modèle d'équilibre général pour tester une baisse d'impôt de 1 milliard. Donc, on a demandé de tester nous ça, puis en même temps, on a testé toute la réforme au complet sur le modèle d'équilibre général. Et on s'est aperçu que, c'était super intéressant d'ailleurs, que notre réforme avait plus d'impact à la fois sur le PIB, la croissance économique, ce qu'on a besoin pour créer de la richesse, de plus en plus de richesse pour équilibrer les finances publiques, plus d'impact sur le PIB, plus d'impact sur les investissements privés, puis plus d'impact sur l'emploi. Donc, donc, la réforme qu'on proposait, donc juste le redosage, avait plus d'impact qu'une baisse d'impôt de 1 milliard sur l'économie. Donc, on voyait que notre réforme, juste le redosage, qui n'a aucun coût finalement, amenait beaucoup d'éléments importants sur la croissance économique pour la stimuler comme telle. Parfait. Merci. C'est bon. Je vais poursuivre avec Carole un peu sur... parce que tout n'est pas qu'économique, évidemment, là, avant qu'on se fasse reprocher qu'on n'avait qu'une perspective économique. On avait aussi une perspective, disons, sociale. On avait d'autres préoccupations. On pourrait penser aux inégalités, là, dont Pierre faisait référence dans sa chronique. Donc, Carole, de ton point de vue, là, quelle place les préoccupations sociales ont occupé dans nos réflexions qui ont conduit à nos 71 recommandations, dans nos travaux finalement? Là? Il y a des économistes qui se préoccupent des considérations sociales aussi. Ça peut aller ensemble. Oui. Donc, tu as mentionné les 8 objectifs. Au début, on avait aussi énoncé 4 enjeux. Puis on en a parlé déjà. Les 4 enjeux, c'était contrer les tendances démographiques notamment là, qui pouvaient affecter la croissance économique, rétablir l'équilibre des finances publiques, avoir un système d'impôt compétitif, donc assurer la compétitivité du régime fiscal et viser à atteindre certains objectifs sociaux. Alors, ces 2 objectifs-là, on les a énoncés comme étant soutenir l'égalité économique entre les hommes et les femmes et lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Bon, pour le premier, soutenir l'égalité économique entre les femmes et les hommes, on avait mis ça dans le contexte de la politique énoncée en 2006, la politique gouvernementale, pour que l'égalité de droit devienne une égalité de fait. Donc, c'était la politique gouvernementale en matière d'égalité entre les hommes et les femmes. Nous, on se situait... Donc, ça, c'est une politique qui est annoncée en 2006 qui... se déployait de 2007 à 2015. Alors, nous, on était dans la deuxième phase là, de cette politique-là. Alors, on avait situé notre intérêt pour soutenir l'égalité entre les hommes et les femmes dans ce contexte-là. Cette politique-là, il y avait plusieurs cibles en termes d'égalité. Il y avait l'égalité économique entre les hommes et les femmes. Et là, on avait identifié dans cette politique-là différents moyens d'y arriver. Notamment favoriser la diversification des choix professionnels des femmes, soutenir l'entrepreneuriat féminin, s'attaquer aux iniquités salariales, donc s'assurer que la loi sur l'équité salariale était respectée. Et une autre façon, c'était de soutenir de façon particulière, et j'insiste pour dire de façon particulière, donc c'était soutenir de façon particulière l'intégration des femmes en emploi, l'intégration et le maintien des femmes en emploi. Alors, quelle place on a donné à cet objectif-là? On a énoncé que dans la page consacrée à l'égalité entre les hommes et les femmes, les commissaires se préoccupent de l'égalité entre les hommes et les femmes. Les commissaires reconnaissent l'importance de soutenir l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais on n'a pas fait d'analyse différenciée selon le sexe, alors que surtout dans la deuxième phase là, de la politique gouvernementale, les analyses ADS analyse différenciée selon le sexe, c'est important. On ne l'a pas fait. Donc, parmi les éléments de la politique pour soutenir l'égalité économique entre les femmes, on a gardé seulement soutenir l'accès des femmes, mais
soutenir l'accès des femmes et des hommes là, à l'emploi, à l'intégration au marché du travail et à Je reviens sur le redosage, parce que tantôt les gens ont parlé de redosage, et on se faisait dire que c'est sûr que si on est plus aux taxes à la consommation, certains vont dire que le redosage est régressif. Donc, comment la Commission a fait pour tenir compte d'une certaine régressivité accrue des taxes à consommation, mais maintenir notre volonté de soutenir ou d'être sensible aux inégalités, là? En fait, donc le deuxième objectif social là, de lutter contre la pauvreté et les inégalités, ça, on a à la différence de l'égalité entre les hommes et les femmes, les commissaires reconnaissaient l'importance de poursuivre les efforts du gouvernement pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Mais là, on reconnaissait que la fiscalité avait un rôle à jouer pour lutter contre les inégalités et mieux redistribuer la richesse. Donc, on s'était fixé comme objectif. Ça faisait partie des 8 objectifs de veiller à ce qu'il y ait une redistribution équitable de la richesse collective et un soutien adéquat aux plus démunis. Donc, on a vraiment... est-ce que je suis en train de dépasser mon temps? Beaucoup? OK, merci une minute. OK, donc si je reviens, alors les mesures qu'on a choisies, majoration du crédit solidarité, un barème plus cohérent, on avait 4 taux, on suggérait 9 taux, et une majoration du montant personnel de base. Donc, la majoration, ce qu'on proposait, la prochaine, c'est... Donc, en 2015, le montant personnel de base, ça, c'est le montant de revenus en deçà duquel on ne paye pas d'impôt. C'est ça. Nous, on montait ça au-dessus de la mesure du panier de consommation, au-dessus du seuil de faible revenu. Puis là, on a beaucoup de colonnes, mais on voit un peu qu'est-ce qui se serait passé si on avait retenu notre recommandation versus la réalité, là. Exactement. Donc, si le gouvernement était allé de l'avant avec notre proposition, puis avec une indexation là, chaque année jusqu'à aujourd'hui, le montant personnel de base serait de 22 000 $ comparativement à 18 000 maintenant. Puis est-ce que c'est encore une perspective souhaitable que le gouvernement augmente le montant personnel de base? Il a été fait un peu là, dans un budget l'État justement. Là, mais, De là à, par exemple, atteindre la mesure du panier de consommation, qui est une mesure d'un seuil de revenu, de faible revenu, là, donc pour le coût d'un panier de base. Là, donc, si on allait jusqu'à 26 000, bien là, c'est sûr, c'est une approche très différente. Là, il y a un très gros écart. Là, on pourrait peut-être envisager de faire comme le gouvernement fédéral et que le montant personnel de base là, diminue pour des hauts revenus, par exemple. Parce qu'évidemment, le montant personnel de base bénéficie à tout le monde, là, pas seulement les faibles revenus. Donc, c'est le premier niveau de revenu qui n'est pas taxable. Là, on pourrait faire comme le fédéral. Donc, une bonification ciblée. Exact. Parfait. Merci beaucoup. Exact. Merci beaucoup, Carole. Donc, on arrive à tout l'enjeu de l'incitation au travail et on va essayer de pas... Les choses peuvent être complexes là, en matière de fiscalité. On va vous parler de taux effectif marginal d'imposition, ce qu'on appelle également les TEMI. Dans le fond, c'est toute ponction qui arrive sur un 100 $ additionnel de salaire que vous gagnez. Qu'est-ce qui se passe si je gagne 100 $ de plus? Et là, vous voyez, c'était la situation en 2013-14, là, au moment où la commission siégeait. Vous voyez que dans le fond, il y a 2 zones de souffrance, là. Donc, quand on quitte l'aide sociale, vraiment, là, aller gagner 100 $ de plus, il ne nous en reste pas beaucoup dans nos poches parce que la ponction fiscale de l'ensemble des administrations publiques tourne autour de 80 %. Puis il y a une deuxième zone de souffrance qui arrive plus loin, là, autour de 30-50 000, là, où quand on fait un effort pour travailler plus, bien là, encore une fois, là, on perd tellement de programmes sociaux que le gain net n'est pas clair. Là, maintenant, vous me dites, est-ce que ça a changé depuis? Ben oui, ça a changé. Donc, c'est beaucoup mieux pour les moins nantis, ceux qui quittent l'aide sociale, mais la bosse s'est déplacée pour ceux qui sont autour de 30-60 000 maintenant. Là, les gens du ministère des Finances voudraient sûrement que je dise que c'est pas de leur faute à Québec, c'est de la faute du gouvernement fédéral par une mesure fédérale qui a bien travaillé pour la bosse sortie de l'aide sociale, mais qui a eu des conséquences sur les autres salariés. Donc, j'en dis pas plus là-dessus, mais il faut quand même être sensible. Mais Pierre-Carl, là, en quelques mots, c'est quoi les principaux enjeux de l'incitation au travail? Bien, l'enjeu principal, c'est un peu le triangle d'impossibilité. Quand on met des mesures sociales en place généreuses au bas de la distribution, on ne veut pas que ça coûte cher. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on les récupère rapidement.
Puis bien ça rentre dans le TMI. Hein. Sur le dollar marginal qu'on gagne, si on perd des aides, on rajoute ça. On est un peu victime de ça. Si on se compare à l'Ontario, par exemple, qui a beaucoup moins ces bosses-là, bien, nous, ici au Québec, c'est un problème récurrent. M. Parizeau, dans le temps, je pense que tu le notais souvent. Dans son livre blanc de 83. Exemple, moi, je pense je me rappelle, c'était une dame seule. Oui. Il revenait toujours avec cet exemple-là. Donc c'est toujours là, cette problématique-là. Parfait. Puis toi, tu as fait des études là, récemment. Est-ce que les gens ils comprennent ça? C'est l'incitation au travail, puis les TMI, puis... Ça permet peut-être de dire qu'en fait, quand on participe à des commissions comme ça nous donne plein d'idées. Puis moi, quand on avait participé à ça, on regardait les TMI, puis déjà les comprendre nous-mêmes, puis rentrer dans le détail. Récemment, on a fait une enquête auprès de 2500 Québécois pour essayer de voir, ils comprennent-tu vraiment ce concept-là? Puis on leur a fait jouer à des jeux quiz, de dire, tu sais, déjà juste le barème, là, ils sont-tu capables d'aller les marginales, taux moyen, comment ça les affecte? Là, vous voyez le pourcentage de bonnes réponses sur des questions. Juste comprendre où aller lire dans le barème son taux marginal, il y a juste 13% des gens qui sont capables de comprendre ça. 14% comprennent que si tu baisses le taux dans le bas du barème, ça les affecte quand même s'ils ont des hauts revenus. C'est quand même des concepts importants. Barème sur l'incitation, qui sont capables d'aller lire dans le barème d'un taux marginal s'ils travaillaient 1 000 $ de plus. Là, oui, un petit peu meilleur, mais c'est quand même anémique. C'est moins de la moitié des gens qui comprennent ça. Puis là, bien, crédit TMI, c'est que là, on leur rajoutait dans les questions qu'il y avait un crédit d'impôt qui allait en perdre un petit peu. Puis là, on leur faisait choisir entre 2 barèmes lequel ils préféraient pour travailler. Puis là, quand on avait les données, au début, on a pensé qu'on avait une erreur dans notre codage des réponses ou quoi que ce soit, mais il y a moins de 5 % de notre population qui comprend ce concept-là. Ça ne veut pas dire que ces TMI-là, ce n'est pas important, ça ne crée pas des incitations, mais ça crée beaucoup d'incompréhension. On ne sait pas comment les gens réagissent à cette incompréhension-là. Donc, est-ce qu'ils décident de ne pas travailler davantage parce qu'ils ne comprennent pas trop ce qui se passe? Puis aussi, bien, ça veut dire que les ministres des Finances, puis les gouvernements, puis les ministères, les fiscalistes qui se disent « Hey, moi, j'ai trouvé la mesure, là, je vais vous influencer les comportements de travail, puis ça va affecter les gens. » Ben moi, de ça, je vois ça passe dans le beurre complètement. Les gens ne comprennent pas vraiment comment ça fonctionne. Fait qu'on a un énorme travail à ce niveau-là, si on veut vraiment inciter les gens à travailler davantage. Ta dernière phrase n'est pas fine, parce qu'on a essayé, nous, de trouver une mesure, justement, pour aider les gens à modifier leurs décisions par rapport au travail, le fameux bouclier fiscal. Donc, on a essayé de dire, il faut rendre le gain net de travail accru, donc d'une année à l'autre, de réduire les TMI. Et vous voyez le bouclier, actuellement, ce qu'il fait, là, il réduit grosso modo de 7,5 % le TMI qu'il y aurait s'il n'y avait pas de bouclier. Donc, vous voyez, ça ne coûte rien, mais ce n'est pas compris. C'est pas compris, les gens ne sont pas capables d'expliquer le bouclier. Mais ça coûte, c'était supposé que nous, on suggérait que ça coûte 90 millions, donc assez peu coûteux, mais ça en coûte 28. Donc, le gouvernement pourrait être plus généreux, rajouter d'autres composantes dans le bouclier pour avoir plus d'effets. Vous voyez, le bouclier joue juste sur la deuxième bosse. C'est là-dessus qu'il faut continuer de travailler. Et là, on va changer de sujet un peu. On va passer à la fiscalité des sociétés avec Daniel. On va changer d'angle un peu. Tu sais, dans le fond, là, on parle beaucoup des difficultés de mettre en œuvre des trucs, tout ça, mais est-ce qu'il y a eu des bons coups, dans le fond, dans nos suggestions, des choses que le gouvernement a mis en place? Là? Fait que Daniel, peux-tu nous parler de quelques bons coups qu'on a eus et que le gouvernement a eus en nous écoutant? J'avais hâte qu'on arrive aux sociétés. Moi, je suis la bébite de la pratique privée en fiscalité. Donc, juste un mot, j'ai adoré faire cette commission-là parce que j'ai énormément appris au niveau économique. Moi, je suis une praticienne en fiscalité. Donc, ayez pas peur, je vous inonderai pas de concepts complexes. Quand on a regardé, quand Luc m'a demandé quel sujet on devait obtenir pour les sociétés, parce que vous avez vu au départ, il y a quand même pas mal de mesures, de recommandations qui ont été adoptées dès le budget suivant. J'ai arrêté les sujets sur où particulièrement le Québec a agi seul et rapidement, parce qu'on sait que souvent Québec est en collaboration avec le fédéral. Donc, les 3 mesures dans lesquelles je vais vous parler, c'est la déduction pour petites entreprises, le transfert d'entreprises familiales et rapidement le commerce électronique à la fin. Premièrement, déduction pour petites entreprises. Tu peux mettre la prochaine. Pour ceux qui ne connaissent pas ce concept-là, en fait, simplement, c'est une réduction du taux d'imposition pour les PME pour le premier 500 000 de revenus imposables. Il y a plein de détails. Là, je vous épargne les détails. Et cette mesure-là existe au fédéral aussi. Et cette mesure-là serait
mise en place pour, dans le fond, que les entreprises conservent plus de liquidités, réinvestissent et que ça crée des emplois. Luc et Lachaire ont écrit un super article là-dessus en 2021. Ça ne fait pas le consensus, cette mesure-là. Et vous voyez, c'est quand même important. En 2014, il y avait 4 d'écart si on voit le taux sans DPE et taux avec DPE, mais maintenant, en 2024, c'est 8 Donc, c'est beaucoup quand on est capable d'avoir cette déduction-là. Et c'est la mesure la plus coûteuse, à part l'inclusion partielle du gain en capital, c'est la mesure fiscale la plus coûteuse pour les sociétés. Exact. Quand on a fait notre étude là-dessus, on s'est arrêté longuement sur ce concept-là et nous, on recommandait plus une prime à la croissance, c'est-à-dire inciter les entreprises à croître plutôt que laisser cette mesure-là de cette façon-là. Et ce qui est important, c'est qu'on ajoutait aussi le concept de 5 employés. En 2014, les travailleurs autonomes incorporés, les professionnels incorporés pouvaient bénéficier de cette déduction-là, alors que vous avez compris que l'objectif de la mesure, c'était pas ça. Et à notre grande satisfaction, dès 2015, lors du budget, ils ont laissé la déduction, mais ils ont mis un concept de 3 employés. Québec a mis un concept de 3 employés et a agi seul. Donc, on trouve que, et c'est encore là, sous forme d'heures maintenant, alors qu'on trouve qu'on a laissé des belles traces à ce niveau-là. Et l'idée de... Parce qu'on voulait réduire quand même l'impôt des sociétés, encore le taux général encore plus, pas comme Jean-Pierre le disait, l'abolir, mais de tendre de 11,9 qu'il était à l'époque à 10. J'ai pas dit qu'il fallait l'abolir. Hein? C'est ce qu'on avait compris tantôt. On y reviendra tantôt. Donc, Daniel, est-ce que ça tient toujours la route de dire on va enlever le caractère remboursable des grandes sociétés, mais en échange de ça, ils vont avoir un taux plus compétitif? En fait, de réduire le taux général d'imposition, je pense que c'est encore très pertinent. À la fin de la conférence, je vais parler encore plus de ça et comment on se finance. Moi, ce que j'ai appris aussi en étant sur cette commission-là, c'est si on diminue une recette, il faut savoir comment on se finance. Donc, je vais aller en détail un peu plus, mais juste retenir qu'effectivement, comme Jean-Pierre dit, de réduire le taux d'imposition générale est encore une réflexion qui serait assez pertinente. Parfait. Puis le deuxième sujet, on vient à l'acétate, le transfert d'entreprise. Oui, mais je n'avais pas de diapo tel quel, mais oui, le transfert d'entreprise. Le deuxième sujet dont je voulais vous parler. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2014, ça faisait les manchettes aussi. C'était un peu aberrant. On pouvait plus facilement transférer notre entreprise, nos actions à des tierces parties que nos enfants. En fait, cette aberrance-là venait du fait qu'il y a une règle anti-évitement qui existait. Elle avait sa raison d'être parce que si cette règle-là n'avait pas été là, malheureusement, les gens simulaient des transferts d'entreprise, se mettaient de l'argent dans les poches. Et les gens, tu veux dire les fiscalistes? C'est des gens. Non, excuse-moi. D'autres gens. Et effectivement, il y avait des transactions qui faisaient en sorte qu'on simulait des transferts. Puis finalement, il n'y avait pas vraiment de transfert, puis le président continuait à exercer. Donc, les règles anti-évitement existent parce qu'effectivement, les fiscalistes, on a de l'imagination. Nous, on a recommandé de travailler avec le fédéral, mais d'agir seul, parce que ça faisait longtemps. Et on veut garder nos entreprises au Québec, puis finalement, les gens vendaient leurs entreprises. Donc, et à notre grande surprise aussi, tout de suite, le budget de 2015 est venu changer cette règle-là, est venu mettre 7 conditions et permettre le transfert d'entreprise. Malheureusement, le fédéral n'a pas suivi, donc en pratique, c'était compliqué. Ça fonctionnait au Québec, ça ne fonctionnait pas au fédéral. Au fédéral, on avait un dividende. Mais on a quand même laissé ces traces-là et on en a énormément parlé depuis. Et c'est pas facile de changer les règles. Depuis le 1er janvier 2024, on peut maintenant transférer, les papas peuvent transférer leurs actions aux enfants et avoir les mêmes bénéfices que quand on transfère à une tierce partie. Dernier sujet, commerce électronique, où on a eu un bon coup aussi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2014, il était fréquent qu'on fasse un achat en ligne et qu'il n'y avait pas de TPS, pas de TVQ. Puis on ne comprenait pas pourquoi. En fait, les règles, c'était que les fournisseurs étrangers qui n'avaient pas de présence physique n'avaient pas l'obligation de s'inscrire. Alors, ils ne s'inscrivaient pas et il y avait un trou. On ne payait pas de taxes. On a une section importante dans notre rapport là-dessus. C'est sûr qu'on n'a pas été les seuls là, à mettre de la pression, mais 2017,
on est venu et c'était complexe au niveau de légiférer. Et maintenant, tous les fournisseurs étrangers qui n'ont pas de présence physique au Québec doivent s'inscrire. Et vous le voyez, de toute façon, là, quand on achète, c'est fréquent que la TVQ soit là. Donc, ça aussi, c'est une belle place où on a laissé des traces. Puis là-dessus, il n'y avait pas de volonté fédérale, mais parce qu'on avait de l'autonomie fiscale, le ministre des Finances a pu agir seul pour le Québec. C'est un point important. Mme Grandmont, au départ, le dit, c'est pas facile pour le Québec d'agir seul. Alors, c'est 3 endroits où, tout de suite, après notre rapport, on est venu faire des changements importants. J'ai une dernière question pour toi dans la minute qui nous reste. Là, on peut difficilement parler de fiscalité des sociétés sans parler de planification. On sait que tu es fiscaliste, là, donc planification fiscale agressive. Où est-ce qu'on en est là-dedans par rapport aux travaux initiaux, au moment où on faisait nos travaux? En 2014, on était en plein dedans les planifications fiscales agressives. Québec a aussi été très actif. Et on recommandait, nous, d'ailleurs, dans notre rapport, de créer un centre de savoir pour être impliqués, nous, le Québec, différemment. Et d'ailleurs, en 2017, on a créé un centre d'intervention important. Je pense qu'il y a quelque chose comme 150 employés qui travaillent là-dessus. Et 2019-2020, parce que c'est long, ça a l'air loin de notre rapport, mais quand même, 2019-2020, on est venu vraiment préciser c'est quoi une planification fictive, alourdir, parce que maintenant, il y a des pénalités autant pour celui qui présente la planification que le client qui accepte. Donc, on est venu alourdir les pénalité. On est venu aussi ajouter des façons au niveau de la divulgation volontaire. Donc, Québec, franchement, a été agressif depuis les dernières années. Et je regardais, là, je disais là-dessus, juste en 2020, on a récupéré 400 millions pour l'augmentation des divulgations volontaires et la présence pour empêcher ces planifications. Parfait. Merci beaucoup. On va revenir sur la fiscalité internationale un peu avec Jean-Pierre. Là, puis on connaît le contexte économique actuel et l'incertitude ambiante, là, notamment avec les États-Unis. Fait que Jean-Pierre, peut-être pour nous éclairer un peu, là, considérant ton expertise, est-ce que la fiscalité américaine, elle peut véritablement influencer les investissements directs étrangers entre le Canada et les États-Unis? Est-ce qu'on est sur la bonne diapositive? On va y aller. OK, on a sauté quelques diapositives. OK. Alors, je voudrais revenir parce que l'impôt des sociétés, de façon générale, je pense qu'on a un consensus dans la société. Il n'y a personne qui veut le baisser. Il y a une espèce de colère sourde à l'endroit des entreprises où on veut qu'elles paient. Et les gens se disent, bien, si les entreprises paient, c'est pas moi qui paie. En réalité, ce n'est pas si simple que ça. Les entreprises, c'est des colonnes de chiffres. Et une entreprise, c'est d'abord et avant tout une fiction juridique. Une entreprise, ça ne se prive pas d'aller en voyage une année pour prendre des vacances. Une entreprise, lorsqu'on monte l'impôt des sociétés, la seule chose que ça fait, ça monte les prix, ça baisse les salaires, ça baisse les dividendes. C'est toujours des personnes physiques qui sont au bout de la ligne et qui paient au bout de la ligne. Je vais être un peu plus court parce que peut-être j'ai dépassé un peu la dernière fois. Je vais aller plus vite. Il y a beaucoup de pays dans le monde. Si on regarde les pays dans le monde puis qu'on regarde leur produit intérieur brut per capita, les gens qui offrent les impôts les plus intéressants, généralement, ont des produits intérieurs bruts per capita plus élevés. Est-ce que c'est une étude économétrique? Non. Mais de façon générale, on va le voir dans les tableaux qui suivent, là, il y a des questions à se poser et il faut penser à l'impôt des sociétés puis penser avec le fédéral aussi. Là. Le Québec ne peut pas faire ça seul. Donc, mais tu ne m'as pas beaucoup parlé d'investissement direct étranger là-dedans. Là. Est-ce que... J'y viens. Alors, ça ici, c'est la période 2013-2023. Ici, c'est un tableau complet de tous les investissements directs étrangers vers l'extérieur du Canada. Il y a des gagnants, il y a des perdants. On a toutes les juridictions importantes. Les gagnants, je reviens sur les États-Unis. Les États-Unis, on a une baisse d'impôt de 12 points de pourcentage. C'est quoi l'effet? L'effet, c'est que les investissements canadiens vers les États-Unis ont augmenté de 10 points de pourcentage.
Alors, et là, on est dans le billion de dollars d'investissement canadien à l'étranger, là, 1 billion. On passe de 40 à 50 de nos investissements qui vont vers les États-Unis. C'est énorme. Et là, regardez juste les pays que j'ai mis en évidence. Bien, c'est qui les gagnants? C'est les Bermudes, c'est les Pays-Bas, c'est Jersey, c'est Hong Kong, c'est la Hongrie. Peut-être que c'est des noms qui ne vous sont pas familiers, mais je peux vous dire une chose, c'est que les fiscalistes en fiscalité internationale, ils connaissent bien ces noms-là. Et puis, si on regarde les perdants, bien, c'est très intéressant, les perdants, parce que essentiellement, les perdants, c'est les noms qui ont filtré dans les journaux. Les compagnies ne veulent pas se retrouver dans le journal. Alors, ils ne veulent pas aller dans ces pays-là. Là, je ne dis pas que ces pays-là sont disparus, mais par contre, ils ont perdu de l'importance dans les investissements directs canadiens à l'étranger. Et cette perte d'importance, c'est qui? Bien, c'est la Barbade, les Bahamas, les îles Caïmans, un petit peu le Luxembourg. Là, qu'est-ce que c'est qu'il faut comprendre de ce tableau-là et qu'il faut retenir? Première leçon à retenir, l'impôt des sociétés était important, l'impôt des sociétés est important, l'impôt des sociétés va continuer d'être important. Deuxièmement, les médias ont beaucoup d'influence. Lorsqu'ils accusent un pays de tricher, est-ce que ça paraît? Oui, ça paraît, c'est évident. Troisièmement, est-ce que les médias vont pouvoir continuer de dire que ces pays-là sont des tricheurs? Ça, c'est la prochaine diapositive. Puis je vais t'amener aussi, Jean-Pierre, sur l'OCDE. Est-ce que ça l'influence aussi? Est-ce que ça a mis des balises pour influencer un peu les résultats que tu nous présentes? Énorme, énorme. On n'est plus dans le même monde qu'on était en 2013. Là, maintenant, c'est l'impôt minimum mondial qui est en vigueur partout, ou presque. Le tableau que vous avez devant vous, vous ne pouvez pas le lire dans la conférence. Là, vous y reviendrez peut-être un petit peu plus tard. Ça va être disponible. Comme les autres diapos, ça va être disponible. Alors, l'idée de base, c'est que tous les pays se sont entendus pour faire un impôt minimum mondial de 15 % et tous les pays qu'on appelait des paradis fiscaux ne sont techniquement plus des paradis fiscaux parce qu'ils payent tous un impôt de 15 %. Le seul qui se fait attendre un peu, c'est les îles Caïmans et ils se sont engagés. C'est juste une question de temps. Donc, est-ce que l'impôt des sociétés va cesser d'être important? Non, parce que 15 %, c'est mieux que 26 %. Si vous avez le choix de payer 15 % d'impôt et payer 26 %, vous allez où? Ça, c'est une question à se poser qui est très importante. Du point de vue du partage, parce que tu étais intéressé par le partage. Parce que l'impôt minimum mondial, en ce moment, le fédéral l'a mis, mais c'est lui qui s'accapare l'ensemble de l'assiette. Donc, nous, à la Commission, on se serait sûrement interrogé là-dessus. Ce qui est important de comprendre du point de vue de la fiscalité internationale, c'est que le fédéral aurait touché de l'argent si les paradis fiscaux n'avaient pas mis d'impôt. Les paradis fiscaux ont dit, bien, très bien, on va mettre un impôt de 15 % Le fédéral ne touche plus rien. Parce que le paradis fiscal a un impôt de 15 %. Ce n'est plus nous qui le touchons. Est-ce que le fédéral va toucher un petit peu des grenailles dans une période transitoire, par exemple les îles Caïmans qui se font attendre, ainsi de suite? Peut-être. Là, la question, c'est comment on fait le partage si jamais il y a un petit peu de l'argent à partager. Mais il faut bien voir qu'en réalité, c'est de l'impôt français qui n'a pas été payé. Ça fait que le lien avec le Canada, le Québec, il n'y en a pas. Ça va être une formule arbitraire, tout simplement. Parfait. Merci. Hey, on a presque terminé, mais j'ai demandé à mes collègues une dernière prise de parole en 2 minutes maximum chacun pour dire c'est quoi qui reste de pertinent aujourd'hui qui émanait de notre rapport. Et donc, là, j'ai choisi Carole pour débuter. En 2 minutes, qu'est-ce qui reste de pertinent? On n'a pas beaucoup parlé, mais l'objectif de s'inscrire dans la logique de développement durable. On a parlé un peu là, qu'on avait des recommandations en termes d'éco-fiscalité. Mais là, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça demeure pertinent. L'éco-fiscalité, nous, à Cyrano, on a consacré une journée entière là, sur les questions d'éco-fiscalité. Les vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Vous autres aussi, à la Chaire, vous avez consacré une journée de réflexion entière sur la lutte au changement climatique. La question d'éco-fiscalité était discutée aussi. À la Commission, on avait recommandé une hausse sur l'essence, la taxe sur l'essence. Vous en avez parlé encore
tu en as parlé à RDI la semaine passée, non? Que c'est encore une bonne idée. Alors, c'est vraiment, je pense que ça reste totalement pertinent. Et dans un des panels, là, cet après-midi, on va... il y a Alain Webster qui est meilleur, qui est plus expert que moi là, sur ces questions-là. On va sûrement y revenir. Parfait, merci. Daniel? Je voulais revenir évidemment sur les sociétés. À ta question précisément, quand tu m'as demandé si on devait réduire le taux général et comment on devait se financer, tu te rappelles certainement qu'en 2014, nous, on proposait que les crédits remboursables des sociétés soient un peu limités. En fait, un crédit remboursable, pour ceux qui ne connaissent pas le contexte, c'est une société qui ne dégage pas de profit, qui ne paye pas d'impôts, mais qui est admissible à ce crédit-là, reçoit un chèque. Donc, ça n'a rien à voir avec à l'inciter à générer des revenus. Je ne vous donnerai pas la précision de tout ce qu'on a parlé au niveau des crédits remboursables, mais je pense que c'est encore pertinent et ça serait encore une belle réflexion à y avoir de venir modifier les crédits remboursables en une partie en non remboursable, mais reportable. C'est-à-dire que si on n'a pas de profit cette année, on n'a pas payé d'impôts et qu'on est admissible à ce crédit-là, bien, il est reportable un peu comme le fonctionnement des pertes. Il est reportable à une année où on génère des revenus. Et ça, c'est pertinent tant pour les grandes entreprises multinationales que les PME. D'ailleurs, on en parlait, Luc, en 2015 et 2024, le budget, on a touché effectivement un crédit, le crédit d'affaires électroniques, développement pour les affaires électroniques, où en 2024, il était à 30 % remboursable et on l'a modifié avec les années à 20 % remboursable et 10 % non remboursable. Et on pense que cette tendance-là serait intéressante justement pour arriver à réduire le taux général d'imposition des sociétés. Merci. Un prochain, Jean-Pierre. Alors, juste pour faire un wrap-up, pour ce qui concerne l'impôt des sociétés, je pense que ce qui est très important, c'est que les gouvernements cessent de penser qu'ils sont capables de trouver les gagnants, de trouver quelle industrie doit être favorisée, quelle industrie doit recevoir de l'argent. Il faut établir des conditions pour l'ensemble des sociétés et laisser les gagnants gagner tout seuls. C'est ça qui serait probablement une des meilleures choses à faire. Ce serait leur seul rôle. Tantôt, tu as dit abolir, mais tu n'as pas dit abolir. Est-ce que c'est réduire? C'est réduire? Bien, en fait, le mot qui me vient à l'esprit, c'est penser. OK. Parce qu'on est obligé de se coordonner avec le fédéral. Tu sais, quand on est 26 % puis qu'on a le provincial et peut-être pas, si jamais on veut faire un taux plus intéressant, ces mesures fiscales-là qui font en sorte que les gens les comprennent mal, donc ça ne les amène pas à prendre les meilleures décisions. Fait qu'on n'est pas plus avancé, fait que les objectifs qu'on voulait atteindre ne sont pas atteints parce que les gens n'ont pas pris la bonne décision parce qu'ils ne comprennent pas finalement la mesure. Fait que pour moi, c'est extrêmement important la simplicité et la transparence du système fiscal, savoir qui bénéficie, combien bénéficie, parce qu'il y a beaucoup de coûts associés aussi à un système complexe. Il y a des coûts de se conformer à ces mesures fiscales-là. Il y a des coûts de temps pour justement se conformer. Tout le monde paye là-dedans. Donc, il y a comme il y a peut-être un trade-off à faire entre ce que Stéphanie tantôt parlait d'envoyer notre rapport d'impôt en texto et puis ce qu'on a actuellement, un système extrêmement complexe avec plusieurs mesures qui, finalement, les gens ont de la misère à comprendre. On a parlé des TMI tantôt. Moi, je suis toujours surpris. Des fois, je parle à des gens, puis il y a encore des discussions à faire la distinction entre le CELI, le REER. Tu sais, c'est quand même de base, mais on s'entend que c'est quand même complexe. Donc, la simplicité et transparence, je pense que ça devrait toujours revenir, d'être toujours en arrière de notre tête là, quand on fait une réforme fiscale ou quand on pense à la fiscalité. Parfait. J'aurais tendance à te dire, mais 300 mesures fiscales, est-ce que c'est trop? Un petit peu beaucoup. Okay. Non, mais nous, Carole et Daniel, on est habitués de dépasser. On pourrait y refaire. Oups.
Excusez, hey, là, il va falloir m'aider. J'ai pas de chaud au bon piton. Bon, désolé. Ben, Pierre-Carl, c'est à toi. Je vais faire du pouce sur ce que tu as dit, Yves, parce que ça en fait, moi, quand je regarde le ministère des Finances, là, qui, pour ce budget-ci, refait un exercice qu'on a déjà fait. Moi, je me rappelle les fameux fichiers Excel enfermés pendant 12 heures de temps d'une salle à regarder 300 mesures fiscales une par une, les passer dans une grille d'analyse. Ça me rappelait quand j'étais en cours à Creneau-Lachance, à l'époque, à HEC. Il nous donnait le défi pour nous montrer l'importance des lobbies politiques. Il nous disait, vous êtes tous d'accord, on réduit les crédits d'impôt de 2 milliards. Oui, OK, c'est bon. Là, il nous donnait la liste. Il disait, allez-y. Là, on se rendrait compte vite que toutes les petites affaires, oui, on disait, ah, oui, on enlève ça, mais ça ne rapportait rien. Puis là, on arrivait tranquillement vers les grosses affaires où là, il y avait des lobbies importants. On se disait, ça, et c'était la même chose à la commission. Ça va prendre du courage politique. Je pense que ça, c'est essentiel. Il ne va pas falloir le faire pour gagner la prochaine élection. Il ne va pas falloir le faire pour rendre service. Les gens sont en train de perdre confiance à notre régime fiscal. Et ça, c'est tellement important. C'est comme les finances publiques, c'est comme les régimes de retraite. À un moment donné, les gens, ils ne comprennent rien. On ne pourra plus rien faire. Les gens vont dire, j'en ai pas pour mon argent parce qu'ils n'ont pas une bonne idée de ce qu'ils sont en train de payer en impôts. Il me semble que ce qu'on avait mis comme base en 2015, de faire un ménage puis d'y aller fortement, mais on comprend les gens en politique, que le marché politique est tel que c'est difficile de faire. Mais c'est ça la clé. Si on regarde les juridictions dans le monde où ça va bien fiscalement, où on prélève les revenus comme il faut, ils en ont pas mal moins des mesures fiscales. Fait que il me semble la solution est claire. Maintenant, ça prend le courage de le faire. Puis quand on fait des changements à la fiscalité, puis que personne ne s'y chiale, probablement qu'on n'a pas fait le changement assez fort. Mais quand il y a une étude de retombées économiques, probablement que tu es sur la cible quand tu fais ton changement à la fiscalité. Exactement. Bon. Donc, moi pas ces retombées économiques. non, je ne te partirai pas ces retombées économiques. Il ne nous reste pas assez de temps. Mais c'est important quand même, les études de retombées économiques. Donc, il faut regarder comment c'est fait, les hypothèses. Yves, les hypothèses, une seconde. On serait riche en maudit si on additionnait toutes les études de retombées économiques. Là, le PIB du Québec, c'est 3 fois plus élevé que c'est ça. Bon, à mon tour de prendre un petit dernier 2 minutes pour ce qui était important à la commission, puis que le reste, dans le fond, c'est, tu sais, Daniel, Jean-Pierre ont parlé de l'idée de réduire l'impôt des sociétés à un taux de 10 avoir une préoccupation de réduire l'impôt des sociétés. Pierre Fortin, il y a 17 ans, proposait de ramener l'impôt des sociétés au Québec à 10 comme nous, dans le fond, on l'a copié 10 ans plus tard, mais c'est toujours pas fait. Donc, moi, je suis 100% d'accord avec ça, mais la clé, c'est on le finance comment? Daniel en a parlé un peu. Comment on peut financer ça pour avoir une politique fiscale la plus adéquate possible? J'amène un autre élément dans la manière de financer, un élément qu'on n'a pas du tout abordé aujourd'hui, à part en disant le mot tarif, mais la Commission avait suggéré quelque chose qui reste 100% d'actualité aujourd'hui, la révision des tarifs d'hydroélectricité. On avait proposé 2 choses. Hausser le bloc patrimonial de 4/5 de scène sur 2 ans. On avait proposé une tarification accrue à la surconsommation résidentielle. Actuellement, il y a déjà 2 tarifs à la consommation résidentielle. Il y a un tarif bas pour le premier 40 kWh par jour, puis il y a un tarif un petit peu plus élevé pour l'excédent. Mais comme on a déjà 2 taux, pourquoi il n'y en aurait pas 3 avec un 3e taux, avec un seuil qui arriverait plus loin pour essayer de moduler la consommation? Donc, il y a une opportunité de voir si on ne pourrait pas mieux tarifer l'hydroélectricité. Puis tantôt, on a dit au début, là, on a demandé à des experts externes dans le cadre de nos travaux. Bien, Pierre-Olivier Pinault, qui se connaît plus que moi dans ce domaine-là, a été un des 18 experts que la Commission a sollicité. Puis tant dans notre rapport que dans le rapport de Pierre-Olivier, je pense qu'il y a matière à réflexion. Puis, je serais portant à dire de manière modeste qu'une meilleure tarification de notre hydroélectricité, ça peut conduire à un quadruple dividende pour la société québécoise, réduire la pression sur l'évolution de la demande future d'hydroélectricité, réallouer l'énergie pour mieux décarboner notre économie, puis, je dirais, tout ça en finançant mieux notre panier de services publics, puis en offrant une fiscalité qui soit un peu plus concurrentielle, à la fois pour les sociétés et pour les particuliers. Fait en mot de la fin, je vous dirais, peu importe, parce qu'on parlait de redosage, c'est pas juste impôt sur le revenu, taxe à la consommation. Là. Le redosage sous toutes ses formes, ça reste plus pertinent que jamais au Québec. Puis on est rendu à la période de questions. Alors,
plus de questions que de commentaires. Mais allons-y. Je vois déjà un crayon levé là-bas. On ne sait pas c'est qui. On ne sait pas c'est qui. Ah, je l'ai déjà vu, ce gars-là. François? Attends, on va te donner un micro parce que c'est enregistré. Pour le bienfait des étudiants ou autres personnes qui vont vouloir réécouter notre truc plus tard. Dans 10 ans? Pour le bienfait de la société, peut-être. Non, l'observation, juste pour pas que vous découragiez personne. Charles McClure, qui est un économiste américain au Hoover Institute, qui était conseiller de Reagan lors de la réforme fiscale de Reagan, racontait l'histoire suivante. Ils sont arrivés tout contents dans le bureau de Reagan qu'une première mouture. Monsieur le Président, on a 55 de gagnants de la réforme de l'impôt sur le revenu personnel. Reagan les regarde avec une horreur totale, puis leur dit, vous savez, ça me prend 80 de gagnants. Retournez faire votre travail. Donc, quand vous essayez de vendre des affaires, là, puis c'est 52, 54, c'est pas surprenant. Et rappelez-vous, Reagan, c'était Mr. President Teflon. Hein? Le gars qui était supposé faire passer n'importe quoi. Fait qu'encouragez-vous avec ça un peu. C'est bien difficile à faire. Et le commentaire qui découle de ça, ça vous prend une crise. Ça vous prend une affaire. Quand est-ce qu'on a fait le plus gros changement dans les finances publiques canadiennes, à mon avis, 95, le budget fédéral, où on sable dans toutes sortes d'affaires, assurance emploi, transfert aux provinces, tout ce qu'on voudra, parce que c'est le Peso du Nord puis l'arrivée du FMI si on ne fait rien. Bon. Alors, la question qui découle de ça, chers experts, on a l'impression, puis là, Luc va reconnaître ça parce qu'il travaille dans un pays africain un peu comme moi, que notre voisin du Sud, il veut se mettre une TVA à l'importation. Hein? Un tarif général de 25 sur tout, ça ressemble à une TVA à la frontière aux importations administrées par le External Revenue Service, comme on voudrait l'appeler aux États-Unis. Si c'est vrai, qu'est-ce qu'on devrait faire, nous autres, en réaction à ça, au Canada et au Québec? Je ne sais pas, Jean-Pierre, fiscalité internationale? Est-ce que tu t'en mêles? J'ai l'impression que quand on est sûr de rien, on est mieux de se taire. Moi, cette affaire de Reagan, ça m'inquiète énormément. Trump plus que Reagan? Oui, cette affaire de Trump. Puis trop menaçant, Reagan. Ouais, j'aurais aimé que ce soit Reagan. Mais là, Trump, là, c'est vraiment décourageant. Et puis, moi, je le perçois comme une menace extrêmement importante, puis ça me fait tellement peur que mes réactions sont un peu trop tranchées. T'sais, alors, je me dis, quand j'ai lu, par exemple, Lucien Bouchard dans le journal, il n'y a pas tellement longtemps, j'ai trouvé que lui, il y avait une approche plus modérée. J'en ai entendu d'autres, des gens qui ont déjà été très importants dans le passé, qui ont eu des approches plus modérées. Et puis, ça me rappelle mes cours d'économie. Il y a vraiment longtemps, quand j'ai étudié l'économie puis que j'ai étudié les échanges internationaux, j'avais appris que même si l'autre partie fait des choses qui n'ont aucun sens, si toi, tu fais des choses qui ont du sens, bien, tu vas t'en sortir moins pire que si tu réponds à la bêtise par la bêtise. Fait que pour l'instant, je ne peux pas inventer une politique spéciale pour faire face vraiment à ce qui se passe vraiment, mais j'ai l'impression que un des messages qui serait intéressant, c'est qu'il ne faut pas trop répondre à la bêtise par la bêtise, parce que finalement, oui, on va faire mal à l'autre peut-être plus, mais le déséquilibre entre le Canada et les États-Unis est tellement grand que ça va être encore pire pour nous. Peut-être un message de modération, malgré ma grande colère, je ne sais pas. C'est bien répondu. Autre question? Oui, de Tommy. Ah, j'ai pas vu. Qui? C'est qui gère la période de... Parfait, vous gérez la période de questions pour moi. Je ne connais pas. Oui, allez-y, monsieur. Ce qui m'a frappé dans la discussion, c'est que je n'ai pas entendu souvent, ou même pas du tout, équité intergénérationnelle. Puis là, ça m'amène à un peu ce que Pierre-Carl disait, il faut regarder ça un peu plus large. Un des absents de la discussion, pour moi, les grands absents de la discussion, ce sont les impôts fonciers. On vit une période où les valeurs foncières ont explosé.
Les municipalités se plaignent qu'ils n'ont pas accès, mais en pratique, leurs revenus ont cru beaucoup moins rapidement que les impôts des gouvernements supérieurs. Et je regardais les chiffres de la chaire. En fait, ces contributions au régime de rente du Québec qui ont augmenté le plus dans les dernières années, presque 60 d'augmentation, à cause de la bonification. Et on dit aux jeunes, votre bonification, vous autres, il faut que vous la payiez à 100 tout de suite. Les générations antérieures se sont payées 3,6 jusqu'en 1997. Et là, il y a pour moi un enjeu. Puis ma conjointe et moi avons vendu notre maison. On a fait 1,5 million de profits sur la maison. 0 d'impôt. Je pense que toute la question de la taxation des impôts fonciers devrait faire partie de la discussion avec l'idée d'incitation au travail, d'équité intergénérationnelle. Est-ce qu'on se lance? Est-ce que tu... Oui. Oui? Oui. Non, mais tu sais, l'intergénérationnel, ce qui est toujours dur, puis on n'a pas des... Il y en a des chercheurs qui sont penchés sur ça, mais tu sais, les fameux comptes intergénérationnels, ou les comptes nationaux distribués, il y en a eu quelques idées, mais ce qui n'est pas facile dans ces jeux-là d'intergénérationnel, c'est qu'on a tendance à choisir juste le petit bout qui nous tente. Il faut faire la somme de tout ce qui se passe. Et là, c'est moins évident. Fait que la TVQ, par exemple, aurait des implications intergénérationnelles parce que les personnes âgées, tandis que la consommation est plus lissée que le revenu, bien, c'est clair qu'ils vont contribuer davantage. Donc, dans cette discussion-là, il faut faire un peu tout l'effet, l'exercice d'incidence, de regarder ce qui se passe. Mais la taxation du patrimoine, de la richesse, pour moi, à notre époque, c'était déjà un enjeu, mais on avait décidé, au niveau du Québec, là, on avait décidé sur l'épargne de ne pas se lancer, puis on en avait parlé à moyen long terme, mais on ne s'était pas lancé. Mais en fait, quand on rajoute le fédéral puis le niveau du Canada en entier, il y a une méchante matière à réflexion sur ça pour voir comment est-ce qu'on peut mieux faire les choses. On avait aussi une politique sur l'inclusion du gain capital, mais je ne peux pas m'embarquer là-dedans avec toute la mauvaise gestion du dossier qu'il y a eu dans la dernière année avec le gouvernement fédéral. Fait que je pense que l'idée, même si elle était bonne, elle est un peu morte d'emblée. Donc, il y a d'autres questions. Qui gère là? Oui, ici, parfait. Oui, Tommy? Vous avez parlé de ce qui reste pertinent. Excusez-moi, ce qui reste pertinent aujourd'hui, mais si c'était à refaire avec le recul, est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment par rapport à ce qui a été fait? Bien, assurément. C'est sûr que si c'était à refaire, puis peut-être que Carlos aussi ferait les choses différemment. Donc, si c'était à refaire, dans le fond, nous, on reçoit un mandat, et je me rappelle d'avoir discuté avec François Vaillancourt, il disait, Luc, demande 2 ans. Bon, mais 2 ans, c'est pas réaliste. Aujourd'hui, à l'époque, la Commission royale d'enquête sur la fiscalité, ils ont eu 5 ans. Mais aujourd'hui, tout se passe vite. Donc, si tu arrives à négocier mi-juin jusqu'à fin décembre, c'est déjà beau. Puis après ça, tu arrives à extensionner jusqu'à Saint-Valentin, mais tu n'as pas grand temps, là, c'est ça. Fait que ça, c'est le premier élément. Essayer d'avoir plus de temps. L'autre élément, je pense, si c'était à refaire, c'est de dire, essayer de s'entendre avec le gouvernement. Allez pas faire des changements dans la fiscalité pendant que nous, on est en train de faire des travaux. Vous nous donnez le mandat le 14 juin, puis le 14 juin, dans l'après-midi, vous vous présentez un budget, puis vous changez déjà des éléments qu'on est en train de réfléchir ou qu'on allait réfléchir, puis après ça, mise à jour économique. Donc, deuxième élément, je pense que c'est à refaire. Après ça, peut-être, nous, essayer de mieux séquencer nos affaires, parce que je pense qu'ils s'attendaient à ce qu'on parte à la chasse au lièvre, puis finalement, on est allé à la chasse à l'éléphant, puis ils ne savaient pas trop comment bouffer l'éléphant là, à la fin. Donc, peut-être que si on avait dit, OK, on va vous livrer dans les 6 mois l'impôt des sociétés, mais après ça, laissez-nous un autre 6 mois ou 1 an pour travailler sur l'impôt des particuliers. Peut-être que ça aurait été plus digestible de le faire ainsi. Fait que ça, c'est ça. Puis un dernier élément, puis ça, c'est... Tantôt, je n'ai pas présenté Nicolas Marceau, puis je n'avais pas de l'air gentil parce que je prenais un extrait là, de la période de questions. Mais je me rappelle, Nicolas Marceau, il est arrivé en commission parlementaire, puis il avait interagi avec le ministre des Finances. Puis il avait dit, mais vous n'avez pas fait votre travail. T'sais. Vous arrivez en commission parlementaire, puis vous présentez l'entièreté du rapport de la commission. Vous auriez dû, durant l'été, faire les arbitrages, puis présenter un livre blanc. Puis je pense qu'avec le recul, s'il y avait eu un livre blanc qui avait été présenté, voici ce que nous, on a l'intention de faire. Ça a renforcé le ministre des Finances à s'entendre avec son premier ministre jusqu'où on va, puis il aurait présenté quelque chose. Peut-être qu'il aurait pu présenter 2 scénarios. Puis là, en commission parlementaire, les gens auraient eu l'impression qu'ils peuvent contribuer à la discussion. Alors que là, les gens arrivaient et disaient on est contre ou pas contre. Oui, tu veux rajouter quelque chose? Oui, un élément complémentaire. Je pense que mon exercice, il m'a montré la faiblesse des outils puis des données qu'on a à notre disposition quand on veut faire ces analyses-là.
Même si le ministère des Finances avait une équipe extraordinaire, même s'ils avaient un modèle, c'était très dur pour nous, par exemple, qui a été hyper gagnant, c'était d'être capable de montrer, une fois que la réforme est mise en place, c'est qui les gagnants, les perdants, de combien, mais avec l'effet de la croissance économique, c'est-à-dire avec le fait que le redosage n'était pas à coût nul, mais qu'à la fin, tout le monde en bénéficie. Donc ça, c'est peut-être un message général. Il faut à la fois investir dans nos outils pour les prochains exercices, puis aussi l'expertise dans les différents ministères. Je pense qu'il faut investir, c'est notre capital humain, un des plus importants pour mettre en place des réformes. Je ne me prononcerai pas sur l'état des choses, mais disons que je pense qu'on a besoin d'investir beaucoup là-dedans si on veut continuer sur cette voie-là puis faire des nouveaux exercices comme ça. J'ai vu Carole lever sa main aussi. Oui, bien, ce qu'on aurait fait autrement, ou là où on a mis des efforts, puis quand tu dis aussi demander au gouvernement, faites pas de changement pendant la commission, bien, tu en as parlé, on nous a demandé un avis sur la tarification des services de garde en cours de mandat, à l'autre commission aussi. On a examiné les trois scénarios. On en a recommandé un. On a fait notre recommandation le 18 novembre. Puis le 20 novembre, le gouvernement a annoncé ce qu'il avait déjà décidé de faire. Donc là, je pense qu'on a mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'ardeur, beaucoup d'animation, d'agitation autour de ça, puis tout ça pour ça. Là. Puis les deux commissions arrivaient à l'unanimité avec une même recommandation, et malgré tout, c'est une autre option qui a été retenue, sous prétexte que c'était dur de livrer le message de notre recommandation, là, politiquement, de le vendre. C'est pas moi qui gère la période de questions, c'est madame, donc... Non, mais c'est elle qui distribue le micro, donc je sais pas à qui, mais je sais pas à qui... Oui, 4 commentaires que j'ai accumulés pendant votre présentation. Donc, tout ça en 1 minute et demie. Juste rappeler, je pense, mais vous n'avez pas parlé, mais les crédits d'impôt remboursables pour les entreprises, toute proportion gardée, il y en a 3 fois plus au Québec qu'en Ontario. 3 fois. C'est pas 20 c'est pas 30 3 fois, 200 de plus. Fait que je pense qu'à un moment donné, on va se poser des questions. 2, sur le tax mix ou le dosage, je n'ai pas entendu... J'ai déjà écrit dans le journal il n'y a pas si longtemps que, ben oui, le Québec est en Amérique du Nord, pas en Europe. Je comprends, puis je suis un économiste, qu'idéalement, on voudrait déplacer le fardeau vers des taxes à consommation. Ça, c'est de la théorie d'économiste. En pratique, puis ça marche en Europe. C'est le modèle qui est choisi en Europe, mais on est en Amérique du Nord où on fait un choix. Il y a un choix qui a été fait différent, puis je ne vois pas comment le Québec va pouvoir s'éloigner beaucoup de cet équilibre-là, à moins que tout le monde bouge en même temps. Mais bon. Je peux-tu répondre à ce point-là? Parce que oui. Parce qu'on l'avait fait, l'analyse. On a regardé en Europe, on a dit c'est quoi les écarts de taux maximum entre pays limitrophes? Puis l'écart atteignait 7 points. Puis on l'avait fait aux États-Unis, entre les États, c'est quoi les écarts de taux limitrophes maximum? Puis il y a des États qui ont jusqu'à 5 points d'écart. Fait qu'encore une fois, comme dans l'éditorial, nous, c'était pas la révolution. On était à 2 points d'écart avec l'Ontario, on voulait aller à 3. Je pense que ça restait viable, malgré tout. Mais on n'aurait pas, je suis d'accord avec toi, on ne pourrait pas aller à une TVS, TVQ de 25 puis d'avoir 10 points d'écart. Là. Je pense que dans votre rapport, vous en parlez, mais vous parlez... Aujourd'hui, on n'a pas parlé de la taxe à masse salariale pour les entreprises. Parce que quand on présente les graphiques sur les taux d'imposition, en fait, c'est les taux qui s'appliquent sur les profits des entreprises. Puis là, c'est un peu le message du ministère des Finances. Notre package est compétitif. C'est faux, en fait, parce que le Québec est à peu près une des seules juridictions d'Amérique du Nord qui a une véritable taxe à masse salariale qui peut aller jusqu'à, je pense, 4,5 de la masse salariale. Ouais. C'est énorme. Dans certains cas, la masse salariale, c'est quasiment le chiffre d'affaires de l'entreprise. Ça a rien. Et il faut savoir que la taxe à masse salariale pour le gouvernement du Québec, c'est à peu près autant de revenus que l'impôt sur les profits. Donc, c'est énorme. Puis ça vient complètement, si on veut, déplacer ou rendre la fiscalité moins compétitive pour les entreprises au Québec. Puis on dirait que ce bout-là, tout le monde l'oublie. Moi, j'ai ma petite idée. Je pense qu'elle est passée presque entièrement aux employés sous forme de salaire plus faible. Bien là, ça ouvre la porte à d'autres questions. Ça va avoir la régressivité de cette façon de faire-là, puis tout ça. C'est ça. Mon dernier point,
le plus philosophique. Je regardais les belles chaises en bois qu'il y a ici. Elles sont fantastiques. Probablement, sont faites au Québec. Évidemment, puis la série de la presse des 2 dernières semaines nous amène là. Puis je comprends, vous autres, que dans votre mandat, vous ne pouviez pas vous poser cette question-là sur, je dirais même pas le poids de l'État dans l'économie, je dirais plutôt le rôle de l'État dans la société. Donc, j'ai élargi encore plus. Puis, on a de la difficulté à remettre ça en question. Puis, je ne vois pas trop comment on peut faire une réforme en profondeur de la fiscalité sans en même temps amener ce sujet-là. Ma réflexion, je l'ai eue en regardant les chaises, parce qu'elles sont très jolies, ces chaises en bois, probablement fabriquées au Québec, je n'ai pas regardé, mais je me suis dit, au Québec, il y a des gens qui vont regarder ça et qui vont dire, ça prendrait une agence gouvernementale pour fabriquer des chaises. Et après ça, je me suis dit, OK, puis posez-vous la question, si on avait une agence gouvernementale pour fabriquer des chaises, sur quoi on serait assis aujourd'hui? Okay, on serait le cul à terre. Mais cet après-midi, tu vas avoir la chance de prendre la parole avec la Commission de révision permanente des programmes. Je pense que c'était plus de ce côté-là, cette analyse-là du rôle de l'État. Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bien, Jean-François Lefebvre, j'ai eu l'honneur de collaborer à la commission là, avec les gens du GRAM, Luc Gagnon, Jonathan Théoret sur le volet éco-fiscalité. Puis, à l'heure qu'actuellement, la crise climatique est un enjeu économique et social plus grand que jamais, et vous avez parlé que certaines mesures pouvaient justement amener des bénéfices très grands. J'aimerais ça que, là, on a parlé du passé, mais comment vous verriez le fait, justement, je pense qu'on n'a pas le choix de retourner vers l'éco-fiscalité. C'était une des réformes qui permettait d'avoir le plus de bénéfices externes puis additionnels là, par dollar transféré. Puis dans le contexte actuel, je pense qu'on n'a pas le choix. Il y a quelque chose dans ce volet-là qui doit être relancé, comme beaucoup d'autres aspects que vous avez travaillé de façon extraordinaire. Là. Mais ce volet-là, je voudrais peut-être vous relancer sur comment vous voyez les autres étapes, qu'est-ce qu'on peut faire donc, pour faire avancer la cause. Bien, c'est sûr qu'on peut travailler sur plein de choses. Puis je me rappelle parce que vous étiez un des 18 groupes d'experts. Là, et il y avait beaucoup de choses, c'était touffu là, dans votre analyse, il y avait beaucoup de mesures. Aujourd'hui, je pense que l'enjeu qui devrait arriver en matière d'éco-fiscalité, c'est de dire, est-ce qu'on peut rester sur une taxe sur l'essence qui rapporte de moins en moins d'une année à l'autre? On peut bien l'indexer, on peut bien augmenter le taux, mais avec l'électrification des véhicules, c'est voie à l'échec à long terme. Donc, je pense qu'il faut arriver sur la taxe kilométrique. Je pense que ça serait la chose la plus pertinente à faire en matière d'environnement. Mais imaginez, puis on pourra discuter avec l'ex-ministre des Finances tout à l'heure là-dessus, imaginez tout le capital politique que ça va prendre pour quelqu'un qui va dire, moi, je vais transformer la vieille taxe sur l'essence qui existe depuis 1900, j'ose pas dire l'année, Michael pourrait me le dire, 1923 sans doute, ouais, ça a 100 ans, 1924. Donc, la vieille taxe sur l'essence, mais transformer ça en une taxe kilométrique, là, c'est sûr que les gens vont dire... Non, mais je ne veux pas, il y a il va y avoir toutes sortes de raisons. On revient au propos de Stéphanie, puis on revient à mon discours, la force du statu quo. Passer là-dedans, là, ça va prendre un sacré capital, mais je pense que ça reste pertinent de le faire. Pierre-Carl? Puis il y a aussi, avec tous ces bons principes-là d'éco-fiscalité, je vais prendre la taxe carbone, puis je vais revenir à la TVQ, impôt sur le revenu, parce que vous allez voir qu'en fait, c'est la même chose. On a toujours le bon principe de dire on va compenser, en principe, c'est bien en théorie, mais la compensation, des fois, elle vient créer beaucoup de confusion. Si on faisait juste taxer, on indique le message clair de ce qu'on veut. Quand on vient compenser, oui, en principe, la pilule passe mieux au début, mais par la suite, les gens se disent, ça a servi à quoi, cette affaire-là? Fait qu'il y a une réflexion à avoir aussi, pas juste sur les mesures, mais les mesures compensatoires.
Dire, on est-tu en train de faire la bonne chose? Est-ce qu'on va se rendre service? On voit que la taxe carbone va peut-être disparaître ou migrer vers autre chose. Faut se poser la question. Est-ce qu'on aurait été mieux de moins compenser les gens pour qu'on voit vraiment l'effet de signal de prix? Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait compléter là-dessus? Sinon, Yves? Non, pas vraiment. C'est bon. Je pense qu'il reste peut-être une question. Je vois René qui a le micro. Donc, René Baudry. Celui qui a le micro qui parle. 3 points sur les défis de transfert intergénérationnel ou de l'équité intergénérationnelle. Vous parliez du régime de rente du Québec tout à l'heure. L'amélioration au régime de rente du Québec, c'est le poster child de l'équité intergénérationnelle. Elle a été désignée de façon à ce que, justement, les boomers qui bénéficient de l'amélioration n'en bénéficient pas plus et à partir du même moment que leurs enfants payent les mêmes cotisations. Ça, c'est grâce à l'ouverture de M. Leitao en commission parlementaire qui l'a bien vu. On a fait la même chose au Québec en 2017 que le reste du pays a fait. Mais il y a une autre inéquité intergénérationnelle qui va se créer bientôt, qui est en train de se créer. Moi, je suis un baby boomer, comme certains d'entre vous ici. Il y a à peu près 200 milliards de dollars en rire dans les mains de personnes en haut de 55 ans au Québec. Puis si on continue à faire ce qu'on fait depuis toujours, les gens vont sortir le minimum parce que, puis moi je ne suis pas fiscaliste, mais je comprends quand même un peu comment on est taxé, pour l'être pas mal. Je vais laisser beaucoup d'argent à mes enfants, fait que je ne sors pas d'argent de mon rire. Parce qu'il y a assez de fiscalistes ici pour comprendre que c'est complètement fou de faire ça, là, mais c'est quand même quelque chose qui est pas mal véhiculé dans la population. Fait que présentement, moi, pour eux, on est plusieurs à travailler sur comment ce 200 milliards-là, on peut sortir au plus vite en créant des revenus le plus stable possible pour des gens pour qu'ils arrêtent de s'accoter sur le minimum fiscal de 4 ou 5 % qui est une joke. Donc, en rendant des gens plus riches, cet argent-là, là, c'est comme un fonds souverain au Québec qui est complètement occulté, les gens ne le voient pas. Comment faire sortir cet argent-là en revenus pour que les gens soient taxés au bon moment? Parce que si vous y pensez, là, on va rendre des services à tous ces gens-là pendant 20 ans. Leurs enfants vont payer pour. Puis après ça, on va taxer à 53 % une prestation de décès. Puis ces gens-là vont avoir 62 ans, puis ils vont être remboursés, mais pas le bon monde. Dernier point sur l'immobilier, je vous enjoindrais tout le monde à faire comme les Ontariens font, parce que oui, il va y avoir des transferts intergénérationnels sur l'immobilier. Fait que le 500 000 de gain en capital, généralement, tu le donnes à tes enfants pour qu'ils s'achètent une maison. Malheureusement, le transfert ne se fait pas sociétalement, il se fait dans un foyer. Mais c'est en train de se faire beaucoup dans le reste du pays, là. Merci. Pierre-Carl, veux-tu intervenir sur l'équité intergénérationnelle? Non, mais sur le REER, moi, je pense qu'en fait, quand on est allé voir les études sur... à la base du REER, là, ce qui est important, c'est la distorsion là, causée sur l'épargne. Est-ce que quand on taxait le rendement, ça réduisait l'épargne? Théoriquement, on ne sait même pas si ça la réduit ou ça l'augmente. Là. Ça, c'est une autre chose. Mais dans notre tête, on se dit quand on taxait, ça décourageait l'épargne. Donc, on va faire le REER pour faire ça. Quand on va chercher l'évidence empirique sur ça, sur cette réaction comportementale-là, elle n'est pas forte. Fait que je pense qu'il y a lieu de s'interroger pour le futur sur est-ce qu'on a fait fausse route dans cette lignée-là des avantages fiscaux à l'épargne? Ce n'est pas une question facile. Il n'y a pas de réponse facile, mais il faut la poser. Puis on le voit quand on projette dans le futur. Ce qui s'en vient avec le CELI, par exemple. Le CELI, c'est de l'argent. Là, on ne le verra plus jamais, cet argent-là, là, fiscalement. Et donc là, on va avoir des gens qui vont recevoir du supplément de revenu garanti dans 15-20 ans, qui vont avoir 1 million dans le CELI. Puis nos programmes ne sont pas prêts pour ça. Donc, il faut s'interroger. C'est une question très importante, René. C'est ça. Mettons qu'on essaie de concilier l'intervention de Louis Lévesque sur l'équité intergénérationnelle et de René Baudry. Mais sur le régime des rentes du Québec, c'est sûr qu'on n'a pas corrigé le passé. Mais on n'est pas capable de corriger. Je pense qu'on n'est pas capable de corriger le passé. Tout ce qu'on peut faire, c'est que quand on va faire des bonifications à l'avenir, on peut-tu bien le faire? Puis je pense que c'est ça qu'on a bien fait dans la dernière réforme pour dire, si vous cotisez 2 ans, vous allez avoir 2 ans de bonification. Puis si vous cotisez 40 ans. Donc, les premiers à pleinement bénéficier de la bonification de 2017, 18, 19, c'est des gens qui sont nés en 2000 qui vont prendre leur retraite en 65. Eux, ils vont avoir cotisé 40 ans, puis ils vont avoir la pleine bonification à cet égard-là.
Je pense que Louis veut dire, c'est qu'il paye tout de suite maintenant. Bien sûr, il va y avoir une équité d'un point de vue de leur génération. Mais là, ils payent déjà à partir de cette année. Je pense qu'on l'a vu apparaître. Là. On le paie maintenant. Là. Les jeunes le paient maintenant. Oui. Je pense que c'est ça. Une fois qu'on a fait ça, la réforme était logique. Oui. Mais nos autres décisions devraient être informées par c'est ça. Qu'est-ce qui se passe avec les impôts fonciers? Qu'est-ce qui se passe avec le transfert de propriété? Bien d'accord. Les impôts fonciers, c'est un autre sujet et on se pourrait se dédouaner parce que la commission, c'était pas dans son mandat et donc on ne l'a pas du tout regardé. Mais je vois des experts dans la salle d'impôts fonciers, donc je vais leur laisser, sur l'heure du midi, échanger avec vous là-dessus. Et là, je pense qu'on a fait le tour. On était super bon. Là, on vient de déborder de 8 minutes parce qu'il y avait pas mal de questions. Ah! Monsieur Létao, quand même, qui nous écoute sans dire un mot depuis tout à l'heure. Bonjour. Oui. J'aimerais tout simplement vous remercier, encore une fois. Je l'avais fait avant, mais encore une fois, le travail que vous avez fait était vraiment extraordinaire. Un peu de temps, et avec les règles des fois qui s'ajustaient, mais vous avez livré la marchandise. Et encore aujourd'hui, 10 ans plus tard, le rapport demeure d'actualité. Juste une petite anecdote. Vous savez que les ministres des Finances aiment beaucoup se promener. Alors, on va chaque été, on va en Europe pour parler aux gens qui achètent nos obligations, de dire que continuez d'acheter les obligations du Québec, on est très bon, on fait des bonnes choses et blablabla. Bon, très bien, on fait ça. Juin 2016. Dans ce cadre-là, je vais dans mon périple européen à Paris. Comme d'habitude, on s'arrête là, on reste un peu plus longtemps à Paris, très bien. Et qu'est-ce qu'un économiste fait quand il est à Paris, il y a un peu de temps? On va voir l'OCDE. Hein? C'est ça. Alors moi, j'avais un rendez-vous à l'OCDE avec M. Pascal Saint-Amand pour parler de fiscalité. Donc, on est en juin 2016. Il m'a dit, mais M. Létao, vous avez le rapport de la commission de la fiscalité. Tout est là. Donc, ils avaient vu votre rapport, il l'avait trouvé très utile, très intéressant, et il m'avait dit, mais lisez-le. Je l'ai déjà fait, je l'ai déjà lu. Donc, juste pour vous dire ça, c'était un travail extraordinaire. Pour revenir, et j'ai fini avec ça, est-ce que j'aurais fait des choses un peu différemment? Bien sûr, dans la vie, on fait toujours des choses un peu différemment. Moi, je voulais aller vite. J'étais peut-être un petit peu naïf, certainement politiquement naïf, mais je m'étais dit, regarde, il faut y aller le plus rapidement possible pour pouvoir passer cette affaire-là, sinon on n'arrivera pas. Et peut-être il était trop vite, peut-être il y avait trop de changements qui étaient proposés. Je n'ai pas été capable de convaincre mes collègues des autres partis politiques, mes collègues du caucus. Je ne vous dirai pas ce qui se passe au caucus, parce que ce qui se passe au caucus reste au caucus. Mais graduellement, j'ai perdu des appuis. Et puis à la fin, on a quand même fait des choses dont je suis très fier, qu'on a mis en pratique. Mais le cœur de la réforme, le changement de taxe mix, ça, je n'ai pas été capable. Peut-être parce que j'ai été un peu trop vite et parce que je n'ai pas bien saisi qu'au Canada en général, il y a encore aujourd'hui, il y avait à ce moment-là, une phobie contre les taxes à la consommation. La TPS, là, on ne l'a jamais digérée et on ne la digère pas toujours aujourd'hui. Donc, et les gens la voient tous les jours. Vous allez au magasin, vous voyez ça. Et donc, il y a une espèce de réaction allergique à la TPS, à la taxe valeur ajoutée. Et peut-être on aurait dû être aussi un peu plus attentif à ça, mais ça n'a pas marché. Mais c'était un bel effort, je ne regrette rien. Et je vous remercie encore une fois du travail que vous avez fait et qui demeure très, très d'actualité encore aujourd'hui. Merci beaucoup. Au nom de mes collègues, je pense qu'on peut aussi vous remercier pour la confiance. On n'a jamais senti qu'il n'y avait pas l'appui pour aller de l'avant avec la réforme. Donc, le désappui est arrivé d'ailleurs, puis on peut le comprendre. Et donc, c'est ça. Donc, merci beaucoup pour la confiance. Donc, ça terminerait ici. On est rendu à l'heure du lunch et le lunch se fait dans la salle attenante. Il faut juste suivre le guide, donc dans une salle un petit peu aux sorties là-bas.
faut aller par là-bas. Donc, par là-bas, pardon. Donc, on passe par là. C'est l'heure du lunch. On a un peu plus d'1 heure pour luncher. On va avoir une occasion d'échanger. Puis, on va poursuivre après avec les autres panels. Merci à tous.